Fatigue chronique, cycle irrégulier, ballonnement, difficulté à perdre du poids malgré des entraînements qui sont millimétrés. Beaucoup de femmes vivent ça au quotidien. La bonne nouvelle, c'est que dans beaucoup de cas, ce n'est pas une question de volonté, mais potentiellement une question de biologie, de surentraînement. Dans cet épisode, vous allez découvrir comment mieux adapter votre activité physique à votre équilibre hormonal et digestif. Comprendre comment et pourquoi le sport peut parfois devenir un stress et apprendre à vous appuyer de vos marqueurs biologiques pour mieux récupérer, mieux performer et vous sentir mieux. Moi, c'est Mac G, le cofondateur de Lucie, une plateforme de santé préventive qui a pour but de rendre accessibles les bilans sanguins avancés pour mieux comprendre votre métabolisme, vos hormones et votre système digestif et ajuster votre mode de vie et vos entraînements. Si ça vous intéresse, on vous offre moins 5% sur votre abonnement Lucie avec le code podcast5off en cliquant sur le lien dans la description. Et aujourd'hui, on est avec Anaïs Gautron pour un second épisode. Elle est experte en santé hormonale et performance féminine pour comprendre comment mieux bouger, plus intelligemment et optimiser pour la longévité et la santé préventive. Pour toutes les femmes qui se réveillent au plein milieu de la nuit, le fameux réveil de 3 à 4 heures du matin pour aller faire pipi, c'est pas que vous avez envie de faire pipi. Et pire, ceux qui vendent des programmes sportifs adaptés au cycle menstruel. C'est une grosse blague. C'est du scam. Non, complètement. Chez toutes les femmes, tout court, encore plus toutes les femmes, tout court, après 45 ans. La créatine, c'est pas juste pour la performance. Je vous conseille d'attendre toujours 2 heures autour de votre café pour tout supplément. Salut Anaïs. Salut Max. Ça va ? Ça va très bien. Écoute, on se retrouve à Paris cette fois. Je te suis. Là, tu me suis. On est très fiers de te retrouver une nouvelle fois pour un podcast parce que le premier avait été un succès. Le carton plein, ouais. Je crois que les gens avaient vraiment aimé tes insights, toutes les conseils que tu avais donnés. Ça change, vous avez reçu trop d'hommes, il fallait un petit peu de... Il fallait remettre la balance à l'équilibre. De quoi on va parler aujourd'hui ? On va parler de sport et des sportives en général. Je pense que ça s'applique vraiment, la plupart des choses qu'on va dire vont aussi s'appliquer aux hommes. Mais bah voilà, comme d'hab, je vais essayer de donner un peu de contexte parce que nous sommes les grandes oubliées. Ouais. Et dans le monde du sport aussi. Donc on va parler de sport, d'athlètes de manière générale et puis des sportives de tous les jours finalement. Comment elles peuvent optimiser un petit peu leur approche du sport. Chez Lucie en tout cas, ce qu'on préconise, c'est qu'on a 5 piliers qui sont la nutrition, la supplémentation, le sommeil, la santé mentale et le sport, l'activité physique. Mais en fait, il y a des manières de bien le faire. Et souvent, en fait, c'est très difficile de savoir par où on commence, comment on optimise. Et parfois, il peut y avoir quelques problèmes de récupération liés notamment pour les femmes, sur entraînement, etc., ce qui a un impact sur la digestion, sur les hormones. Et donc, l'idée, c'est de savoir quels sont tes conseils par rapport à ça, Ouais. à une femme qui voudrait potentiellement commencer une activité sportive régulière. Tu vois, on a ce truc de pourquoi bouger plus, mais en fait, parfois bouger plus n'est pas toujours la bonne réponse. Donc, comment bien le faire ? Ok. Donc plutôt le cadre du surentraînement finalement. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on rencontre souvent d'ailleurs chez les athlètes de haut niveau ou les athlètes tout court, les personnes qui s'entraînent. J'aime beaucoup aussi rappeler, souvent quand je dis le mot athlète à mes clientes, elles me disent « mais moi je suis pas une athlète ». En fait, si vous vous entraînez plusieurs fois par semaine, genre combien ? C'est la définition de... Genre... Mais même sans s'entraîner beaucoup, j'ai envie de dire, même à partir du moment où on va s'entraîner de manière régulière, même si c'est 2 fois par semaine, c'est la définition d'être athlète en fait. On n'a pas besoin de faire les JO pour être qualifié d'athlète. Ouais. Donc je leur dis toujours, si vous vous entraînez, si vous bougez, si vous faites du sport, et c'est l'objectif que tout le monde le fasse, bien sûr avec son contexte, vous êtes des athlètes. Donc on ne s'adresse pas juste à des athlètes de haut niveau quand on dit ça. Mais je rencontre souvent ce problème ou cette problématique du surentraînement, effectivement, où on a un peu comme habitude ou comme réflexe de s'entraîner plus pour répondre à des problématiques qu'on peut observer. Et souvent, cette problématique étant le souhait de perdre du poids ou la prise de poids. Et ou alors même des fois la perte de performance ou le plateau. C'est-à-dire d'ailleurs souvent chez des athlètes un peu plus, on va dire... des athlètes un peu plus haut niveau qui s'entraînent plus régulièrement, et j'en ai fait partie aussi d'ailleurs, je ne sais pas si c'est ton cas, mais quand tu arrives à un plateau, tu as cette tendance de vouloir t'entraîner plus, parce que tu dis mais j'arrive plus à performer ou je performe plus, donc je vais m'entraîner plus. Et pareil, j'ai pris du poids, je vais m'entraîner plus. C'est pas toujours la bonne réponse. En fait, pourquoi ? Parce que les femmes sont très sensibles, on va dire plus sensibles,
que les hommes, au stress perçu du corps, que ce soit un stress, en fait, le stress accumulé, le stress physiologique, le stress physique, qui sont tous des stress, entre guillemets, qui s'ajoutent à cette fameuse charge qu'on appelle la charge allostatique. Mais on va avoir une sensibilité un peu plus forte à ça. Et malheureusement, on peut se retrouver dans un cercle vicieux, en fait. Et c'est-à-dire qu'on va s'entraîner plus, et on va du coup stresser un peu plus le corps. Il faut bien garder en tête, attention, quand on dit stress, c'est pas forcément négatif. S'entraîner, faire du sport, ça va générer un stress positif dans le corps, peu importe l'entraînement qu'on fait. Mais quand on ajoute ça à différents types de stresseurs et qu'on en fait trop, bah, du coup, on se retrouve effectivement avec une réponse qui n'est pas forcément positive. Et on va avoir des signes, des symptômes de surentraînement qui vont intervenir. Et du coup, bah oui, dans ce cas-là, c'est pas la bonne réponse de s'entraîner plus. Même si c'est un réflexe, parce qu'on se dit, bah attends, si je prends du poids, je m'entraîne plus. Si je performe plus, je m'entraîne plus. Mais effectivement, ça peut avoir l'effet inverse. On va du coup un burn-out, ou qu'on va du coup continuer à prendre du poids, etc., pour l'impact notamment que ça peut avoir sur les hormones. Ok. Et donc, pour une femme qui s'entraîne déjà ou qui voudrait s'entraîner, il y a toujours cette chose cette ligne à ne pas dépasser, sinon vous pouvez provoquer beaucoup de choses biologiques au sein même de votre corps. Comment ça pourrait se ressentir ? Bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs symptômes ou typologies de symptômes sur lesquels il faut se concentrer. Le premier, c'est très probablement justement le fait d'avoir une résistance. Et quand je dis une résistance, c'est résistance à l'entraînement, fatigue, mauvaise récupération. On va aussi avoir la résistance à la perte de poids ou au contraire une prise de poids. Et vraiment ce que j'entends toujours, j'ai encore eu cette discussion il y a 5 minutes, c'est je m'entraîne bien et plus, je mange très bien et j'arrive pas à perdre de poids ou je prends du poids. Ça, c'est clairement un symptôme où il y a quelque chose qu'il faut ajuster et c'est très rarement s'entraîner plus, justement, dans ce cas-là. Mais ça, c'est un symptôme qu'on va observer. On va aussi observer chez les femmes, justement. C'est pour ça que je parle souvent de notre sensibilité qui est plus importante. C'est vrai, plus sensible au stress, aux stresseurs. Mais du coup, en conséquence, pourquoi ça se voit et pourquoi c'est important chez les femmes ? Parce que nous, en conséquence, on va avoir un impact sur notre cycle. Là où les hommes n'ont pas de cycle menstruel, c'est-à-dire que même si tu as des éléments... Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'impact du stress chez les hommes, pas du tout, mais vous avez une moins forte sensibilité de par la variation, les changements et les différences sexuelles au niveau des hormones sexuelles. Nous, on va avoir tout de suite un impact sur notre cycle, justement. Et donc, parmi les symptômes très courants de surentraînement, pas suffisamment alimenté, parce que ça va ensemble, pas suffisamment d'énergie disponible, donc on mange pas assez par rapport aux dépenses qu'on va avoir, on va avoir des variations au niveau du cycle. Et donc un impact, que ce soit les règles qui s'arrêtent, les aménorrhées, ou tout simplement un SPM, un syndrome prémenstruel plus important, mais on va avoir des symptômes parce que nos hormones stéroïdiennes, nos hormones sexuelles sont impactées par le surentraînement ou par le fait qu'on s'entraîne parce qu'on mange pas assez. Donc il y a un réel signe extérieur, du corps, qui va intervenir chez la femme. Ouais, et on va voir donc aussi tous ces symptômes de fatigue qu'on pouvait dire tout à l'heure. Donc fatigue anormale. Exactement. Mauvaise récupération en général, c'est surtout ce que j'observe, c'est que mais même s'il y a un bon sommeil. Exactement. Souvent c'est d'ailleurs c'est souvent ça, c'est que j'ai dormi 8 heures, 9 heures et je n'arrive pas à gérer mes entraînements. Donc ça c'est un symptôme aussi, le fait d'avoir vraiment du mal à récupérer, le fait que les jambes soient lourdes, qu'on n'arrive pas à subir ces entraînements. C'est vraiment ça. Et pendant l'entraînement, il y a un symptôme qui est assez classique et qui revient très souvent, c'est qu'on n'arrive pas à pousser. Donc tu vas te retrouver à faire ton entraînement et ça rame, ça galère, t'arrives pas. Pour les personnes qui typiquement ont une Whoop ou d'autres trackers qui vont regarder un peu Une Whoop ou un Whoop ? Une Whoop ? Tu dis un Whoop, toi ? Un Whoop. Ouais, je sais pas, mais dites-nous en commentaire ce que vous dites. Peut-être t'as raison. Moi, je dis une Whoop parce que c'est comme une montre. On va demander à la communauté. Je crois qu'il a raison. J'aime pas dire ça, mais je crois qu'il a raison. Bref, pour ceux qui surveillent leur zone, en fait, souvent, justement, on va se rendre compte, j'arrive plus à pousser, j'arrive pas à aller dans ma zone 5 ou dans ma zone 4, alors que je suis censée, sur ce type d'entraînement, aller plus loin. Ça, c'est aussi un symptôme, c'est qu'on n'arrive plus à pousser, on est vraiment sur un plateau comme ça au niveau de la performance. Ça peut se ressentir au travers, que tu parlais des zones, tu vas plus facilement, en gros, monter en rythme cardiaque. Ça, c'est un exemple, ouais. On va avoir des gens qui... d'ailleurs, ou pas, ça peut être aussi d'un point de vue nerveux, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à pousser, c'est-à-dire que ton rythme cardiaque reste, entre guillemets, plus bas que ce qu'il devrait être, et tu n'arrives pas nerveusement, en fait, tu le sens, tu n'arrives pas à pousser plus haut. Mais tu as aussi cet exemple-là, tu as aussi l'exemple des personnes qui se retrouvent avec un rythme cardiaque beaucoup plus élevé, d'ailleurs au repos aussi.
Ça, c'est un signe aussi. Ouais. Ce serait quoi les erreurs les plus fréquentes chez un sportif du quotidien? Le jeûne intermittent en est une grosse, une des grosses erreurs. Donc chez les femmes. Chez les femmes. Ouais, alors je pourrais argumenter que chez les hommes aussi, parce que je pense que c'est quelque chose qui est très mal compris, le jeûne intermittent de manière générale, parce qu'on entend beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Clairement, chez les hommes, ça posera moins de problèmes. Et si c'est bien géré, un jeûne intermittent, ça peut être très positif. En revanche, chez les femmes, c'est pas quelque chose que je recommande, et encore moins chez les femmes qui sont actives. On sait, encore une fois, qu'on est plus sensible au stress. Okay. Il y a un facteur qui est un facteur contre lequel on ne peut pas lutter, qui est naturel, c'est l'élévation de notre cortisol le matin au réveil. Okay, on se réveille, le cortisol augmente, c'est normal. Si on ajoute à ça le fait de ne pas manger, le fait de ne pas manger de protéines notamment, le fait de ne pas manger quand on se réveille, et qu'on ajoute à ça une séance de sport, qu'est-ce qui se passe ? Augmentation du cortisol de manière plus importante. Donc ça, c'est un point. Le cortisol qui va être élevé, du coup, forcément, ça va engendrer, si on fait ça de manière chronique, ça augmente du coup cette espèce de stress chronique dont on parlait. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la perception. C'est très important, notre hypothalamus est très sensible à l'apport énergétique qu'on lui donne. Donc une femme qui s'entraîne, elle veut avoir un minimum, entre guillemets, d'apport avant l'entraînement. On parlera des stratégies nutritionnelles avant et après l'entraînement tout à l'heure, mais on veut qu'il y ait un signal qui soit l'inverse d'un signal de famine. Okay. Donc, si déjà tu es fatigué, tu te réveilles, tu as un cortisol élevé parce que tu viens de te réveiller, tu vas t'entraîner, tu n'as rien donné à ton corps, c'est un signal de plus pour ton corps pour lui dire il n'y a pas assez, c'est pas safe, entre guillemets, il n'y a pas assez de blocs constructeurs, il n'y a pas assez d'énergie pour faire cet entraînement correctement et pour récupérer. Donc, c'est vraiment pas quelque chose que je recommande, mais le jeûne intermittent, c'est quelque chose qui intervient. Ou, d'ailleurs, je parle même pas de jeûne intermittent, c'est plutôt ne pas prendre de petit-déj et aller s'entraîner. S'entraîner à jeun, c'est plutôt ça. Et ça, tu vas me dire, oui, mais qu'est-ce qui se passe quand tu t'entraînes à 6h du matin et que tu n'as pas le choix ? Ça arrive, il y a plein de personnes qui doivent s'entraîner le matin, ne serait-ce que de prendre un tout petit aliment, même si c'est un œuf dur et une date, ou même si c'est une demi-banane, mais d'avoir un apport, un petit peu de glucides à minima, c'est hyper important. Okay. Pour le coup, là, le cadre entraînement, il est spécifique, parce que je ne vais pas donner les mêmes recommandations à quelqu'un qui va s'entraîner juste après avoir mangé, ou quelqu'un qui prend son petit déjeuner pour tenir la journée. Là, c'est un petit peu différent, parce que si j'ai une personne qui me dit « moi, je m'entraîne à jeun sans rien manger », non. Par contre, si on me dit « je mange une demi-banane au réveil avant d'aller m'entraîner », c'est pas mal. Okay. Donc c'est un petit peu différent dans le cadre. Oui, on ne dira pas de prendre un petit déjeuner sucré pour le petit déjeuner classique de la journée classique, mais si c'est juste avant l'entraînement, à minima un petit peu de glucides, c'est le minimum qu'on veut. Si on peut ajouter un petit peu de protéines, tant mieux, mais ne serait-ce qu'un tout petit peu de glucides, en général on table autour de 30 à 60 grammes, ça va signaler à l'hypothalamus qu'il y a de l'énergie et c'est bon, on peut aller faire son entraînement, c'est safe. Et enfin, on pourra en rediscuter sur notamment l'apport des glucides pour une femme qui est un peu différent que celle d'un homme. Ça, c'est une des grosses erreurs. Il y en a plein d'autres. Mais... Trop de cardio ? Oui, trop de cardio, ça c'est l'exemple dont je parlais tout à l'heure. Ce fameux cercle vicieux, j'ai pris du poids ou j'arrive pas à perdre du poids. Et on a toutes, je pense, ce réflexe de se dire je vais faire plus de cardio. Et du coup, souvent d'ailleurs combiné à pas manger assez. Donc, je vais couper un peu mes apports, je vais manger moins pour perdre du poids et je vais faire beaucoup plus de cardio. Ça, c'est une erreur. C'est une grosse erreur chez les sportifs, on va dire classiques. C'est que malheureusement, c'est aussi un stressant de faire du cardio. Encore une fois, faire du sport, ça peut être un bon stresseur, mais le problème du cardio, surtout le cardio qu'on entend en général quand on fait du cardio pour perdre du poids notamment, ou le cardio un peu classique que les gens font, c'est du cardio modéré sur une longue période. On va se retrouver à faire un run, un elliptique, peu importe ce que c'est, sur 40 à 60 minutes à intensité modérée. Ça, c'est un des types de sport, de pratique sportive, qui va générer le plus de stress et le plus longtemps. Donc, on ajoute à cette fameuse charge allostatique. Okay. Alors que si on faisait un entraînement de type renforcement musculaire, par exemple, ce que je conseille d'ailleurs chez toutes les femmes, peu importe le type de sport qu'on pratique, il faut du renforcement musculaire, encore plus quand on passe à la périménopause, mais on va avoir du coup un résultat entre guillemets sur le stress qui est moins important, mais on va améliorer son métabolisme. On va améliorer la manière dont on utilise le glucose, on va augmenter du coup, on va créer de la masse musculaire qui elle aussi est positive pour le métabolisme, etc. Donc on va avoir un impact bien plus intéressant en combinant une approche justement avec un cardio bien structuré et un entraînement musculaire sur la recomposition corporelle. C'est bien plus efficace que de faire plus de cardio. Et on va penser au cardio, plutôt que de faire du long modéré, on va plutôt avoir de la haute intensité courte, on va avoir un zone 2 dans la semaine par exemple, mais on ne va pas juste faire cette espèce de
de moyenne intensité le classique, à Paris, il y a beaucoup ça, le classique 10 km chaque soir. Exactement. Ça, c'est vraiment pas recommandé. C'est pas recommandé, et encore une fois, si c'est tout seul, surtout si c'est tout seul. Et c'est pas ce qui est le plus efficace. Ouais. Et là, on va se faire beaucoup d'ennemis, parce que je sais que le running en ce moment, c'est très trendy. Il y a beaucoup de personnes qui se mettent au running et qui essayent de faire leur premier 10 km, 20 km, semi-marathon, etc. Mais une bonne prépa, finalement, c'est pas faire que du running en zone modérée. Surtout pas. Ok. Et en fait, si on prend l'exemple des athlètes, par exemple, maintenant les athlètes ont complètement arrêté de faire que du running, d'ailleurs. Ouais, surtout pas. T'as vraiment, voilà, pour accompagner maintenant beaucoup d'athlètes de haut niveau sur de l'ultra-endurance, donc on parle même plus que tu as des marathons, ce qui est déjà énorme. Bien sûr que oui, en fait, tu vas avoir une stratégie, déjà même juste pour la course, tu as une stratégie où tu vas avoir de l'intervalle training. Et surtout, ce que je dis toujours aux femmes, c'est que, bon, d'abord, je sais que ça passe pas bien quand je dis ça, mais attention, il y a 1% de la population qui va arriver à des niveaux où pousser, entre guillemets, sur des choses non optimales vaut le coup. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous, on fait du sport parce que c'est bon pour notre santé. Et pas parce qu'on va faire des performances. Enfin, voilà, j'irai jamais au JO. Hein. T'iras probablement jamais au JO non plus. Je crois que c'est fini. Désolée de te l'apprendre. J'ai dû arrêter ma carrière d'ailleurs pour ouvrir Lucie. Mais du coup, c'est important de le rappeler ça, parce que ce que je rappelle souvent à mes clientes, c'est que, et les athlètes que j'accompagne, c'est que est-ce que ça vaut le coup vraiment d'aller faire quelque chose qui n'est pas optimal pour notre santé, alors que finalement on fait ça pour le plaisir, on fait pas ça pour une médaille. Et je pense que c'est important de le rappeler parce que justement un petit peu remettre, tu vois, redescendre un peu le baromètre et te dire ok, si je veux faire ça pour le plaisir, c'est pour durer, c'est pour la longévité, c'est pour être en bonne santé. Mais du coup, oui, il faut accompagner avec du renforcement musculaire, avec d'autres types, typiquement chez les athlètes de haut niveau, quand on y revient, évidemment, il va y avoir de l'intervalle training, il va y avoir de l'intensité qui va être différente en fonction de l'entraînement, et il y a du renforcement musculaire. Enfin, c'est... Ouais. Voilà. Et tu sais que j'ai discuté avec énormément d'athlètes, des triathlètes, des personnes qui ont fait de la longue distance et qui ont fini leur carrière, tu vois, et qui regrettent, qui regrettent pas parce qu'ils ont en général gagné des bons prix et que ça les a fait connaître, mais qui sont maintenant en fait qui ont complètement changé de mindset et qui ont ce que tu as dit là, c'est plutôt des entraînements liés à la longévité. Et donc qui balancent beaucoup plus entre déjà de la force, du renforcement, avec un peu de cardio, mais déjà, plus autant de cardio que... parce que des entraînements, quand tu es athlète et que tu t'entraînes pour des compétitions de triathlon, par exemple, c'est des sacrés entraînements. Quoi. Et en plus, ils sont coincés. Ils sont coincés dans ce truc parce qu'ils savent potentiellement, parce que j'imagine que leur corps doit leur dire des choses, mais ils sont coincés parce qu'ils sont à la recherche de compétition, à la recherche de performance. Et encore une fois, ce qui se comprend quand tu es compétiteur, pour avoir fait des compétitions dans d'autres types de sports pour moi... Toi, tu as fait des compétitions sur quoi ? À la fois CrossFit et Olympic lifting, weightlifting, je sais plus comment on dit ici, snatch, clean and jerk. Comme vous le savez, à chaque fois que Anaïs vient dans ce podcast, on parle franglais. Voilà, donc j'espère que vous allez apprécier. Si vous appréciez, mettez un petit commentaire. Okay. Bref, des compétitions de force et de CrossFit, clairement, quand j'étais compétitrice, c'était pas mes années les plus saines. C'est pas forcément compatible. Donc c'est pour ça que c'est toujours important. Et là, encore une fois, parce que dans ce podcast, on s'adresse plutôt aux personnes qui pratiquent du sport pour leur bien-être. C'est vraiment important de préciser et de rappeler ça parce que s'entraîner pour la longévité, c'est pas s'entraîner pour la performance. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Et on peut prendre énormément de plaisir dans son sport et être une femme périménopausée, faire de l'endurance, c'est complètement possible. Parce que souvent on me dit « mais mon Dieu, avec ce que tu racontes, ça veut dire que je peux plus faire le sport que j'aime, je peux plus courir. » C'est pas du tout l'objectif. On veut que les gens prennent du plaisir quand ils s'entraînent. Mais avoir cette stratégie et comprendre pourquoi on fait de la musculation, comprendre pourquoi on essaie d'avoir un entraînement qui varie en intensité, en durée, en distance, c'est hyper important. Parce que oui, faire tes 10 km de run tous les jours, c'est pas l'idéal en termes de santé métabolique. Et je pense que vous le voyez aussi dans les résultats que vous faites dans les bilans sanguins avec Lucie, c'est pas les personnes les plus biologiquement saines. Donc on a vu deux erreurs les plus fréquentes qui sont le jeûne, trop de cardio. Est-ce que tu as d'autres choses que tu vois régulièrement ? Ouais, il y a souvent un problème au niveau de la récupération. Donc vraiment, et ça, là pour le coup, c'est toutes les catégories, que ça soit athlètes de plus haut niveau et athlètes du quotidien. Un peu moins chez les pros parce qu'ils sont tellement encadrés, etc., que là, voilà, en général, c'est bien carré. Mais même, parce que souvent, j'ai des personnes dans mes athlètes de haut niveau qui ont du mal à s'arrêter. Mais ouais, le manque de récupération, ça, c'est
Et je pense qu'on en est tous coupables. Moi, j'ai fait ça pendant très longtemps aussi. C'est ce côté où tu t'arrêtes jamais. Ton corps, il a absolument besoin de reset, de dormir, de se régénérer, besoin de faire des activités autres que ton sport aussi. Ça, c'est un point que je vois quasiment systématiquement. Et puis, je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte quand je parle à nouveau de cette fameuse charge de stress, c'est que quand on est sportif du quotidien, il ne faut pas oublier que le sport, on le fait en plus de tout le reste. Tu bosses, tu gères tes gamins, tu as ton stress au quotidien. Et ouais, parce que là on parle pas à des professionnels, encore une fois. Et donc, il y a cette vie à côté à gérer qui génère du stress. Stressante. Voilà. Ouais. Et normal, quoi. En plus, dans notre société, on va dire que voilà, les choses ne sont pas les plus chill possibles. Donc, ouais, c'est un point que je rappelle souvent parce que j'ai énormément de mes clientes qui s'arrêtent jamais, en fait. Et le muscle, pour se construire, il a besoin de pause, de bien se nourrir, de récupérer. Et votre corps, de manière générale, tout le système nerveux a besoin de vraies pauses. Donc, il faut récupérer. Il faut faire des pauses, que ce soit des pauses actives, mais qui ne sont pas, entre guillemets, sportives ou intenses, ou des vraies pauses où on ne fait pas de sport, où on fait autre chose. Mais je pense que ça serait bien, et on va en discuter à la fin de ce podcast, là, plutôt dans la dernière partie, qui est, c'est quoi une semaine type ? Comment on peut inclure ces pauses-là ? Ok. Ça, c'est une grosse erreur. Souvent, l'alimentation va être problématique. Les erreurs que je vois très, très, très souvent chez les athlètes que je suis, chez les personnes qui s'entraînent, c'est de ne pas se nourrir comme il faut avant et après l'entraînement, et de manière générale de ne pas penser à manger pour ses objectifs autour de la performance et de l'entraînement. Donc, on a beaucoup de préjugés, je pense, autour de l'alimentation de manière générale et chez les sportifs. Et ça date de l'ère des réseaux sociaux, où il y a souvent un manque chronique, un déficit chronique d'un point de vue énergie. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est très sensible à ça, les femmes. Donc, ce qu'on appelle les RED. Donc, c'est le manque, c'est quelque chose d'un peu scientifique, mais en gros, la LEA, les RED, c'est pour expliquer le manque d'énergie disponible par rapport à l'énergie qu'on dépense. Les femmes sont extrêmement sensibles à ça, et ce que j'ai tout à l'heure, quand on n'a pas assez d'énergie donnée par rapport à l'énergie qu'on dépense, on va par exemple avoir des aménorrhées. Donc perdre ses règles, ne plus ovuler, etc. Donc on a un impact réel sur notre corps au quotidien, et ça, c'est un impact derrière sur notre santé. Par exemple, si on n'ovule plus, on n'a plus de règles, on peut avoir un impact sur nos os. Bref, c'est un impact systémique. C'est important de se rappeler ça. Donc c'est très important de manger suffisamment. On parlera tout à l'heure de comment on mange après et avant l'entraînement, mais manger tout court suffisamment, c'est hyper important. Ça, c'est une énorme erreur que je vois très, très souvent. Et c'est important de le rappeler parce que souvent, quand on parle des RED, c'est quand même quelque chose, RED, LEA, c'est des thématiques qui sont souvent... RED, c'est quoi ? C'est R-E-D ? R-E-D, ouais. C'est en anglais, parce que c'est un mot anglais, pour le coup, c'est pas de ma faute. C'est Relative Energy Availability. Elle a un bon accent. Je me force à faire l'accent français, tu vois. Mais bref, en gros, tout ça pour dire que c'est le manque d'apport par rapport à ce que tu dépenses. Et c'est hyper important parce que c'est quelque chose c'est des thématiques dont on parle chez les athlètes. Les athlètes sont plus ou moins informés de ça, on va dire un peu plus aujourd'hui qu'il y a quelques années. Mais d'expérience, ça touche les athlètes du quotidien énormément. Et ça, on n'en parle pas du tout. Ok, c'est un sujet un peu tabou, quoi. C'est un sujet, je sais pas si c'est tabou, mais en tout cas, c'est pas un sujet qui est partagé. Et ça, c'est hyper c'est vraiment crucial, quoi. Crucial. On pourra pas avoir de performance, on pourra pas avoir de prise de masse, par exemple, ou de gain musculaire si on n'a pas assez d'énergie, de manière générale. Donc ça, c'est très important parce que je l'observe chez énormément de mes clientes. Je vais avoir beaucoup de personnes qui sont pas des athlètes de haut niveau, pas des gens qui s'entraînent pour un objectif précis, qui perdent leurs règles ou qui ont des symptômes de manque d'anovulation, parce que tout simplement, il n'y a pas suffisamment d'apport par rapport au sport qu'elles font. C'est vraiment ultra courant. Donc ça, c'est une grosse erreur que j'observe très souvent, même sans parler de la stratégie d'alimentation, c'est manger assez. C'est très, très important. Mais du coup, je rebondis avec ça, le déficit calorique. Est-ce que c'est conseillé lorsque tu fais du sport ? Je sais qu'il y a un gros sujet longévité aussi pour le déficit calorique. Alors, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, si on se retrouve, là aussi, il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux, mathématiquement, si on veut perdre du poids, il faut être en déficit énergétique.
attention à ce qu'on raconte là-dessus. Pourquoi c'est important à prendre en compte? Parce que là, on parle d'athlètes du quotidien, de performance, etc. Il y a une différence entre un léger déficit pour perdre du poids sur une période donnée et un déficit chronique sur une longue durée. Et c'est ça les deux choses qu'il faut équilibrer. Faire un déficit calorique temporaire, stratégique et accompagné pour perdre du poids, oui. Si c'est quelque chose, si c'est une volonté et un besoin, oui. Par contre, un déficit chronique dont on ne s'en rend pas compte pendant des mois et des mois et des mois et des mois... Du coup, le corps s'habitue. Et du coup, le corps s'habitue mal. Enfin, s'habitue bien parce qu'il protège, entre guillemets. En fait, il pense que c'est du coup la normale. Exactement, il se protège lui-même. Et en fait, la conséquence, c'est que si on est dans un déficit énergétique, le corps, naturellement, il va privilégier ce qui est nécessaire. Respirer, ton cœur qui bat, etc. Le basique. Mais procréer et tes hormones de manière générale, c'est optionnel. Ouais, donc il fait des sacrifices. Exactement. Juste pour le petit contexte, déficit énergétique calorique, c'est lorsque tu as un besoin en calories et que tu prends volontairement, ou alors involontairement, moins de calories. Oui. Et là, ce qu'on observe dans les erreurs les plus courantes, c'est qu'en fait, c'est pas volontaire. Et c'est vachement lié aussi à nos normes sociétales. C'est-à-dire que, voilà, en tant que femme, il ne faut pas trop manger. On ne se rend pas compte, en fait, à quel point on a besoin, surtout quand on s'entraîne, parce qu'on parle dans ce podcast d'athlètes de tous les jours, mais d'athlètes, de gens qui s'entraînent. Tu as besoin de plus. Tu as besoin de plus de manière générale quand tu t'entraînes. Tu as besoin de plus à certaines phases de ton cycle. Si tu n'as pas de contraception et que tu as un cycle naturel en phase lutéale, tu as aussi besoin de plus. De manière globale, on sait que l'énergie dont on a besoin va augmenter. Est-ce que, petite question là qui me vient comme ça, est-ce que tu as plus faim? Tu as le sentiment de satiété est moins important, ou alors tu as juste plus faim lorsque dans des cycles bien spécifiques? Ouais, et ben ça c'est très important parce que si c'est dans le cadre d'une personne saine, donc avec un cycle sain, un cycle régulier, oui, naturellement, le corps est bien fait. On va avoir une légère augmentation de la faim après l'ovulation en phase lutéale parce qu'on a besoin, le corps jaune notamment, a besoin de plus de calories. Okay. Donc naturellement, on va avoir plus faim. Et pourquoi je dis dans un cycle sain, c'est parce qu'on ne veut pas que ça soit démultiplié. Parce que dans un contexte où on va avoir un léger dérèglement hormonal ou des dérèglements hormonaux qui sont plus marqués, ou des sensibilités, on va aussi, c'est un peu plus complexe, mais on va avoir aussi un impact sur la sensibilité à l'insuline, la gestion des glucides en deuxième partie du cycle. Donc on peut avoir certains cravings, certaines envies, et surtout si on a certains déséquilibres hormonaux, encore une fois. Des envies. Non, c'est pas vraiment de la faim, c'est parce qu'il y a une différence entre cravings et avoir faim. Avoir faim, c'est avoir faim. Les envies, t'as pas faim, mais t'as faim. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un truc très féminin. T'inquiète que toutes les femmes qui nous écoutent connaissent ça avant les règles. C'est vraiment, t'as des envies de manger, mais t'as pas faim. C'est vraiment, tu vois, des espèces de pulsions un peu. Ça, pour le coup, si c'est de manière incontrôlée ou vraiment très très forte, là, on va se pencher sur qu'est-ce qui est dérégulé derrière. Mais par contre, avoir une augmentation, ça, je dis toujours à mes clientes qui du coup se privent. Le pire, c'est toutes les femmes qui suivent leur macro. Tu sais, qui suivent leur macro précisément, leur nombre de calories, mais qui ne prennent pas en compte ce besoin naturel d'augmenter les apports en seconde partie de cycle et qui veulent, elles veulent suivre leur macro quoi qu'il arrive, alors que naturellement, ton corps, il a besoin de plus à ce moment-là. Donc là, on revient sur un sujet qui est hyper essentiel, c'est de s'écouter. C'est hyper important. Tu peux s'écouter et tu ne peux pas finalement avoir une routine qui est linéaire. Non, si t'as pas d'hormones, si, mais pas si t'as des hormones. Donc les hommes peuvent avoir des routines linéaires. Un peu plus, exactement. Un peu plus. Et les femmes sous contraception aussi. Alors, un peu plus parce que t'as quand même sous contraception hormonale, t'as quand même une phase de haute hormone, une phase de basse hormone, mais tu peux un peu plus lisser le truc. C'est beaucoup moins le cas quand t'as un cycle naturel, entre guillemets. Oui, t'as besoin d'augmenter tes apports et ton corps te le dit. Ton corps te dit j'ai faim. Mais ouais, ça c'est une des grosses erreurs, le manque d'apport et puis la qualité de ton alimentation. On en parlera tout à l'heure, mais aussi les gens qui sont sportifs, on a un besoin accru en minéraux, en vitamines, en fer, etc. Et souvent, j'ai l'impression que je vois ça en tout cas beaucoup chez mes amis, mais également sur les réseaux sociaux. T'as 2 amis ? J'ai 2 amis. Mon frère et mon cousin. Toi, t'es un ami... 3e ami? Vite fait. Ouais, vite fait, ouais. 2,5 quoi. Bon, 2,5. J'ai mes 2 associés aussi. Du coup, ouais, voilà.
Mais eux, ils mangent bien. Non, on a une alimentation qui est plutôt variée. Mais en fait, ce que je vois, c'est qu'ils sont beaucoup sur... pas tous, mais il y en a beaucoup qui font beaucoup de sport et qui sont toujours à manger des produits transformés. Et ça, en fait, on le sait que c'est pauvre en nutriments. Ça, c'est un vrai point, c'est un vrai gros point. Et je pense que c'est aussi d'ailleurs très présent chez les hommes parce que quand tu es sportif, tu prends pas de poids, voilà, les choses se passent bien, tu te dis, bon, je peux un peu manger ce que je veux. Malheureusement, même si tu prends pas de poids, ça c'est un bon point, c'est une bonne chose. Mais oui, ton corps, il a besoin, et encore plus un corps de sportif, il a besoin des bons nutriments, des bonnes vitamines, des bons minéraux. Donc il faut une alimentation qui est riche en nutriments, en minéraux, etc. Donc ouais, c'est hyper important. D'ailleurs, ça recoupe aussi un des impacts du surentraînement, trop d'entraînement mal géré, etc. C'est aussi la dégradation d'un point de vue intestinal. Et du coup, ça, c'est un peu un cercle vicieux parce que tu vas avoir un impact sur le microbiote, tu vas avoir potentiellement un impact sur la perméabilité intestinale, tu vas avoir un impact aussi sur l'hypochloridrie, donc le manque d'acidité gastrique. Tous ces trucs-là que je viens de citer, sans rentrer dans le détail ou dans le jargon, mais tous ces trucs-là, ça va impacter la quantité de minéraux, la quantité de vitamines que tu absorbes. Sachant que c'est un besoin accru chez les sportifs et que si tu t'entraînes trop ou mal, tu as cette activation du système nerveux qui est chronique, qui va impacter ta digestion et donc du coup, tu vas mal absorber ces éléments-là. Bah, du coup, ça, c'est cercle vicieux complètement. Ouais, ok, donc ça rebondit bien sur en fait, qu'est-ce qui se passe, comment en fait trop s'entraîner, mal s'entraîner, ça va affecter tes hormones et ton système digestif. Donc là, tu l'as dit, tu l'as expliqué rapidement, mais pour qu'on comprenne, c'est que potentiellement, ça va du coup dérégler un peu ton système digestif avec ce que tu as expliqué. Concrètement, c'est quoi les choses qu'on peut remarquer ? Il y a vraiment... Moi, je le lirais pour faire très simple. Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Tu vois, on peut parler de la qualité des trucs qu'on ingère quand on est athlète ou quand on s'entraîne. Quand on fait de l'endurance et qu'on avale des gels, c'est pas le top du top pour la santé digestive. Donc, il y a plein de trucs qui vont aussi rentrer en compte. Les gels sont pas forcément... Parce que c'est énormément de sucre à forte dose. Puis malheureusement, pas du bon sucre aussi. Parce que c'est aussi ça. Avoir des glucides, c'est important quand tu t'entraînes en intra, si tu t'entraînes plus d'une heure. Mais... la qualité de ce qu'il y a dedans, c'est pas forcément un sucre qui va être... Parce qu'eux, ils essayent d'avoir des sucres rapides pour qu'en fait, il y ait cette... ce qu'il faut, c'est hyper important. Mais directe. La qualité peut... Voilà, si tu as déjà un système digestif qui est pas... D'ailleurs, le nombre, pour le coup, quand on commence à travailler avec des athlètes de haut niveau et des athlètes ultra d'endurance, on commence à creuser ces points digestifs parce que c'est important, parce qu'on se retrouve à avoir des athlètes qui malheureusement se retrouvent avec des diarrhées, des vomissements en plein milieu d'une course. C'est pas l'idéal en termes de perf parce qu'il faut s'arrêter, puis c'est désagréable tout court. C'est ultra désagréable de vomir. Donc il y a d'autres facteurs, mais un des facteurs qui nuit le plus à la santé digestive, je pense, par rapport à cette question de surentraînement, de trop d'entraînement, c'est l'activation en fait de ton système, la différence entre le mode fight and flight and rest and digest. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça d'ailleurs, donc le système parasympathique. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est pas de ma faute. Le côté parasympathique et sympathique. Donc quand tu es dans un mode de stress chronique, c'est ce qu'on appelle le fight and flight. Donc tu peux combattre et fuir. C'est vraiment ça, le mode de combat et de fuite. On n'est pas en opposition dans un état de repos et de digestion. Donc, on est dans un état où on n'est pas capable vraiment de digérer, etc. Et c'est dans ce contexte-là, quand on parle de surentraînement, de trop d'entraînement, c'est vraiment ce contexte de stress chronique, encore une fois, dont on parlait tout à l'heure, qui, lui, a un impact sur la digestion. Et dans les impacts, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va avoir un impact un peu systémique. On va avoir un impact sur la quantité d'acidité gastrique parce qu'on sait que le stress va empêcher une production d'acide chlorhydrique suffisante, donc ça crée des hypochloridries, donc on manque d'acidité dans l'estomac. Ça, c'est quasiment chez toutes mes athlètes, chez quasiment toutes les personnes que j'accompagne d'ailleurs tout court, c'est quelque chose qui est ultra présent, l'hypochloridrie. Et comment tu le vois? Quels sont les symptômes? Alors d'abord, tu peux faire des tests très simples. Il y a un test au bicarbonate de soude que tu peux faire à la maison. Genre un truc chez toi, tu achètes du bicarbonate de soude. Tu fais le test et en gros, on va observer s'il y a des éructations, donc des rots derrière. Très souvent, il n'y en a pas. Et quand il n'y en a pas, c'est qu'on manque d'acidité gastrique. Donc, il n'y a pas de réponse. Donc, c'est un test basique. Mais donc si tu rotes, ça veut dire que c'est positif. T'as une bonne acidité gastrique. T'as une bonne acidité. Exactement. Si tu rotes pas, par contre, c'est mauvais signe. Exactement. Moi, je fais pas ce test-là en général. Je crois que je suis trop curieux. Tu peux le faire.
En général, ce que je fais, moi, je pose des questions sur les symptômes. Tu vas le savoir tout de suite. Donc, dans les symptômes un peu classiques, tu vas avoir les fameuses remontées acides. Donc ça, on me dit souvent, mais attends, si j'ai des remontées acides, c'est que j'ai trop d'acidité. En général, non. En général, c'est l'inverse. Et d'ailleurs, c'est un gros problème avec l'approche classique de la médecine, c'est qu'on va donner des antiacides à ces personnes-là. Le résultat des antiacides, oui, c'est sûr, ça brûle plus parce qu'il n'y a plus d'acide tout court. Et donc ça, c'est un cercle vicieux. Dans les symptômes, on va avoir des problèmes de digestion après avoir mangé, des gaz, des remontées acides, comme je disais. On va avoir notamment les dysbioses, donc le déséquilibre comme le SIBO, déséquilibre de la flore intestinale. Mais c'est quelque chose qui est très, très, très commun. Et le problème de ce manque d'acidité gastrique, c'est qu'on va se retrouver avec... Donc c'est vraiment l'étape... Pas numéro 1, la digestion, étape numéro 2. Étape numéro 1, c'est vraiment cerveau, salive et mastication. Étape numéro 2, c'est ce qui se passe dans l'estomac. Si ça se passe mal, qu'il n'y a pas assez d'acidité gastrique, ta nourriture n'est pas suffisamment digérée et elle passe le reste de ton système digestif partiellement digéré. Donc ça, c'est un premier problème. C'est-à-dire que derrière, on va avoir des aliments qui devraient être plus digérés qui passent dans le reste du système. Ça peut impacter la perméabilité intestinale, pour commencer. Et le point aussi qui est très important dans l'estomac, c'est qu'il y a une grosse partie aussi dans l'estomac d'absorption de nutriments, de minéraux, etc. Si on a un manque d'acidité gastrique, on va avoir un manque d'absorption. Donc déjà, tu crées des carences. On va avoir du coup une dégradation du microbiote, puisque forcément, tu as des aliments qui ne sont pas suffisamment digérés, donc ça va faire des proliférations au niveau intestinal, et donc on va amplifier ce phénomène de dysbiose, de dérèglement du microbiote. Donc bref, on va avoir un impact sur la digestion à cause de ce stress, entre guillemets. Pour récap, c'est ton corps est tellement stressé qu'il va aller activer ce système parasympathique. Sympathique ou parasympathique? Sympathique. Donc parasympathique, c'est quand tu es chill, quand tu es beaucoup plus détendu. Parasympathique, c'est tu sens... Sympathique, pardon, je vais y arriver. L'urgence, tu as envie de fuir, etc. Exactement. C'est en fait notre quotidien finalement, vraiment. Ton corps sent qu'il y a quelque chose et il est en alerte. Et donc du coup, il va aller plutôt se bloquer en disant ok, là, utilise que les muscles dont tu as besoin, que les organes, les fonctions dont tu as besoin. Et la digestion. Ça arrive dans un second temps. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des dérèglements que tu as cités. Exactement, c'est en partie pour ça, à cause de ce système qui est toujours activé, c'est ce stress permanent qu'on va avoir, notamment d'impact sur la digestion. Donc, globalement, on a vu comment il y a ce dérèglement sur le système digestif. Maintenant, sur la partie hormones chez les femmes, comment ça se reflète? Ouais, on en a parlé déjà un petit peu là tout au long. On va avoir donc ce fameux HPA, donc l'axe HPA qui va être impacté par le stress. Axe HPA, c'est hypothalamus, pituitaire et glande surrénale, adrénale en anglais, glande surrénale. On va avoir effectivement cette activation ou surstimulation de cet axe-là, de par le stress qui est présent. Et on va avoir un impact, ce qu'on va observer souvent. Donc évidemment, les signaux de surstimulation classique, des règlements au niveau du cortisol. Donc par exemple, ce qu'on va observer souvent, ça va être sentiment d'énorme fatigue, même si on a beaucoup dormi, sentiment de fatigue au réveil. C'est-à-dire que tu te réveilles, tu as l'impression de ne pas avoir dormi, même si tu as dormi 9 heures. Sentiment d'hyperexcitation le soir, donc l'inverse en fait. Donc on se retrouve avec un dérèglement en fait, du cortisol où il se retrouve élevé le soir alors qu'il doit être bas, il se retrouve bas le matin alors qu'il doit être élevé, ou alors tout simplement un cortisol qui est élevé de manière chronique. Pour remettre en contexte, donc le cortisol, c'est quelque chose de naturellement produit par le corps. Et en fait, la lifetime du cortisol sur une journée, c'est quoi? C'est haut le matin et après progressivement descendre et après la nuit. Bas la nuit, exactement. Et souvent, on observe une dérégulation du coup de ce rythme-là. Et souvent, ce qu'on appelle dérégulation du cycle circadien. Donc, on va avoir une dérégulation du cortisol et dérégulation de la mélatonine aussi, notamment, mais qui nous aide à dormir la nuit, qui va se retrouver du coup pas suffisamment élevée au moment où il faut qu'on dorme. La mélatonine, c'est une hormone naturelle sécrétée par le corps qui va t'aider à dormir. Ouais, activer le sommeil, entre guillemets, pour faire activer simple. le sommeil. Ça, on peut observer du coup un impact à la fois sur le cortisol, sur la mélatonine, sur d'autres. Alors, il y a aussi beaucoup de neurotransmetteurs qui vont jouer et être impactés potentiellement, mais tout ça pour dire, en gros, de manière générale, on va avoir en fait un impact de on en revient aux différents éléments stressants, les stresseurs, un impact sur nos axes en fait qui sont modulateurs de nos hormones. Okay. Et donc, il faut vraiment penser un peu les hormones comme une espèce d'effet cascade. On va avoir ces grands axes, donc l'hypothalamus, la pituitaire, les glandes surrénales, qui vont
qui vont travailler et être en relation, qui vont travailler avec nos ovaires, impacter nos ovaires, impacter aussi la thyroïde, etc. Donc tout ça travaille ensemble. Donc si il y a quelque chose qui se passe mal en début de chaîne, forcément l'effet cascade, il s'opère pas, entre guillemets, et on va avoir un impact, en fait, ce qu'on observe chez les femmes, du coup, ce que nous, on voit, c'est l'impact final, entre guillemets, mais c'est l'impact sur nos hormones, sur nos ovaires, sur la thyroïde, donc on va avoir tous les symptômes qui sont associés à ça. Donc potentiellement, effectivement, un impact qui est beaucoup plus large, qui va impacter notre cycle, donc on va avoir les symptômes autour du cycle, impacter notre thyroïde, et avoir un impact, en fait, finalement, assez... En fait, c'est assez fou, parce que initialement, on se dit, c'est très contre-productif, mais on se dit, ces athlètes sont ultra healthy parce qu'ils ont ces routines impeccables, ils font des entraînements tous les jours. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est ultra contre-productif, que ça te dérègle énormément de choses. Et en fait, finalement, la plupart des athlètes, elles sont en mauvaise santé, quoi. On peut pas dire toutes ou la plupart, je sais pas. En tout cas, moi, ce que j'observe, c'est ce que je vois avec mes clientes et ce qu'on voit dans les recherches. On peut être athlète de haut niveau et en bonne santé. C'est possible, mais c'est une stratégie. C'est-à-dire que c'est pour ça que moi, souvent, les erreurs que je vois et les problèmes que je vois, c'est pas si souvent avec les athlètes de haut niveau. C'est plutôt le haut milieu. Ah, okay. C'est pas la personne qui s'entraîne un petit peu et qui profite. Il y a beaucoup en plus d'ailleurs de hybrides. On voit énormément cette tendance se développer. Et je pense que je suis vraiment dans cette catégorie-là. C'est-à-dire que c'est les gens qui s'entraînent. Complètement dans cette. Moi aussi, je me considère un peu comme c'est les hybride. gens qui s'entraînent beaucoup, mais c'est pas notre métier. Voilà, exactement. Et qui ont un métier à côté. Voilà, donc du coup, tu récupères pas comme il faut. T'as pas le kiné, le machin, le truc qui s'occupe de toi derrière. Donc on se retrouve en fait dans cette espèce de. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous regarder qui sont comme ça. C'est qu'on se retrouve dans cette catégorie où on s'entraîne beaucoup, mais on n'a pas le lifestyle qui suit cet entraînement-là, en fait. Et c'est plutôt cette catégorie-là de personnes que je vais voir le plus d'impact. Évidemment, il y a des athlètes de haut niveau, et ils le diront tous, pour pousser et être de très, très haut niveau, être le meilleur dans un sport, il faut faire des sacrifices sur d'autres éléments. Donc, évidemment, on va avoir des impacts sur la santé à certaines échelles. Et encore une fois, on parlait des aménorrhées, il y a énormément d'athlètes qui n'ont pas leurs règles. Voilà, c'est quasiment normalisé, si tu veux. Ouais, alors, du coup, je discute avec énormément d'athlètes et elles me partagent beaucoup leur cycle. Donc, je sais énormément comment ça se passe régulièrement. On me le dit que, en fait, chez les athlètes, les cycles sont complètement déréglés. Les règles n'existent plus. Plus ou mal réglées. Là, d'ailleurs, je suis en plein là-dedans à étudier la physiologie chez les athlètes féminines. C'est mon gros focus des derniers mois. Beaucoup de recherches sur le sujet et de littérature sur le sujet. C'est affolant quand tu commences à étudier et comparer la population classique versus la population des athlètes. Le nombre de cycles, pas de cycles, donc d'aménorrhée complètement, aménorrhée hypothalamique, 0 cycle, de longue durée, et les cycles en fait qui sont anovulatoires. Il n'y a pas d'ovulation. C'est affolant. C'est un nombre, c'est vraiment une grosse proportion chez les athlètes de haut niveau. Donc oui, pour rebondir sur ton point, l'objectif c'est pas d'en arriver là, quoi. Ouais. Quand on s'entraîne en tant qu'athlète de tous les jours, entre guillemets, on veut pas en arriver à perdre ses règles, avoir un impact sur son cycle. Et je trouve que tu as dit quelque chose de très bien tout à l'heure, qui était en fait, est-ce que ça vaut le coup ? Exactement. Parce qu'en fait, je comprends que les athlètes, à un moment, c'est ton gagne-pain, c'est ton métier. Les athlètes de haut niveau. Ouais, t'es un génie dans ton sport, oui, t'y vas, quoi. Mais c'est un vrai sujet. C'est un sujet qui est difficile, même avec moi-même. J'ai eu cette conversation il y a déjà très longtemps. Je pense que je suis un peu plus équilibrée aujourd'hui. Mais c'est dur parce que quand t'aimes ce que tu fais, t'adores ton sport, tu performes à ton petit niveau, tu performes bien. Si t'es quelqu'un qui est un peu achiever, tu vois, qui a envie de... achiever qui est performant, qui a envie de performer, t'as envie d'y aller, quoi, tu vois, et ouais, c'est difficile de trouver l'équilibre, mais c'est souvent chez ces personnes-là qu'on voit tous ces dérèglements-là, et oui, est-ce que ça vaut le coup ? C'est la vraie question. Ok, et donc si ça ne vaut pas le coup, mais qu'on a quand même envie, tu vois, d'aller au maximum de ce qu'on peut, parce que c'est toujours une ligne que tu veux placer, comment est-ce que tu adaptes finalement tes entraînements par rapport à tes besoins et ta biologie, puisque donc, chacun est différent. Et donc, première question, ça serait comment est-ce que tu fais la synchronisation entre ton cycle et tes entraînements ? Et donc, avant de passer à la suite, on va, comme tu le sais, on va se prendre un shot de huile d'olive extra vierge. Une cuillère, du coup, parce qu'il n'y a pas du tout de shot. Oui, puisque au Polyphenol Podcast, ce n'est pas un shot avec un verre, mais avec une cuillère. Du coup, c'est pas un shot. On va se prendre une cuillère. C'est pas un shot. J'ai très peur. Oh là là, j'ai très peur aussi. Ça va tomber sur le... sur la belle peau de bête.
Allez, me fais pas rire. à la tienne. Attends, À la cheers. Non, c'est bon. Comme vous le savez, dans chaque épisode, Moi, on ça le me fait dira rien. et le redira. Mais vous avez une petite douleur au niveau de... Enfin, c'est très épicé. C'est un peu plus épicé qu'à la normale parce qu'elle est forte en polyphénol. Qu'est-ce que ce sont les polyphénols? On t'écoute? Non, on t'écoute. Donc, les Toi qui n'arrives polyphénols- plus à parler, là. Merci, elle me met vraiment dans la merde. Les polyphénols, c'est des antioxydants que vous allez retrouver dans plusieurs autres aliments. Ouais. donc les blueberries, Les myrtilles. les myrtilles. Vous allez retrouver dans du chocolat, par exemple. Mais en fait, la plus grosse concentration, c'est dans l'huile d'olive. En tout cas, la plus grosse concentration d'une manière pratique. Et naturelle, entre Et guillemets. naturelle. Sans qu'il y ait besoin de faire un supplément. Ou... Exactement. Et en fait, ça lutte contre le stress oxydatif. Exactement, de tes cellules. Voilà. Et donc, nous, on prend ça une cuillère par jour. Ou alors, ça peut être mis dans une petit petite shot. salade ou dans un petit shot. Tu peux tremper le pain aussi. Voilà. Ou le pain. Voilà. Si ça vous intéresse, on vous offre moins 5% sur notre huile d'olive avec le code en cliquant sur le lien dans la description. Sympa, voilà. c'est sympa. Très sympa. Ouais. Ok, donc reprenons. Donc on voit énormément de choses sur les réseaux sociaux, notamment à propos du cycle sync, sur la synchronisation entre votre cycle, vous les femmes, et les entraînements. Je ne fais que de voir ça sur mon feed. Voilà. Intéressant. Voilà, très bien. Parce qu'en général, tu vois les trucs sur ton feed qui sont ce que tu as recherché, donc ok. C'est depuis qu'on a fait la première vidéo, maintenant voilà, je suis hooké, j'ai envie de m'intéresser aux hormones féminines c'est hyper bien. et les cycles féminins. Okay. Je te ferai un petit quiz à la fin. Ouais, alors ça on le voit partout. Ça a boomé il y a je dirais peut-être un an et demi, 2 ans, partout. C'est du bullshit, mais vraiment du bullshit. Il y a, et je pense que voilà, ça va choquer certaines, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Le cycle d'une femme, c'est le cycle d'une femme. C'est pas le cycle des femmes. Et ça, c'est hyper important. On fonctionne pas en ligne droite, entre guillemets. Donc ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des parties spécifiques dans le cycle. On a parlé un petit peu dans le podcast la dernière fois. On peut rappeler, effectivement, il y a le premier jour des règles le premier jour du cycle qui commence avec les règles. La première phase qu'on appelle la phase folliculaire qui va préparer à l'ovulation. On prépare à la maturation d'un ovule. On arrive à l'ovulation. Une fois que l'ovulation est passée, d'ailleurs, l'ovulation fait partie de la seconde phase. On arrive dans la phase lutéale. Cette phase lutéale, celle qui va amener du coup aux prochaines règles. Okay. C'est vrai pour toutes les femmes qui menstruent, qui ne sont pas sous contraception hormonale et qui sont en âge de procréer. Mais c'est une généralité de parler de cycle de manière générale pour toutes les femmes au même moment. Quand on observe son propre cycle, déjà pour commencer, c'est ce que je conseille d'ailleurs à toutes les femmes de manière générale, qu'elles s'entraînent ou pas, mais encore plus si vous vous entraînez et que vous voulez améliorer vos entraînements, c'est d'observer votre cycle. Mais quand on observe déjà son propre cycle, on se rend compte qu'il n'y a pas un mois similaire. On peut être régulière avec des règles qui sont au même moment, à peu près. Mais en général, c'est du à peu près. Il y a quelques jours qui varient. Et puis, d'un seul coup, pendant 2-3 mois, on va avoir un cycle plus court, un cycle plus long. Et puis, un week-end, un mois, je vais avoir des symptômes. Un autre mois, je ne vais pas en avoir. Un mois, je vais avoir des SPM. Un mois, je ne vais pas en avoir. Et puis, tu vas avoir une femme avec de l'endométriose et une femme avec un SOPK et une femme avec telle ou telle autre condition qui impacte leur cycle de manière générale. Et puis, tu vas avoir des variations entre femmes. Ça, je parle déjà des variations que tu observes chez toi-même, qui sont juste dans un contexte de cycle sain et normal, qui sont hyper importantes. C'est-à-dire que tu peux avoir un cycle sain de 23 jours et normal, et un cycle sain et normal de 34 jours. Donc, si déjà tu as ces deux différences-là, l'ovulation n'est pas le même jour. Donc, si moi, je commence à dire, OK, tu vas faire les 14 premiers jours de la force et les 14 autres jours sur un cycle de 28 jours de l'endurance, ça s'applique à personne. Parce que le cycle de chacune n'est pas le même. Donc, comprendre son cycle, suivre son cycle et savoir ce que ça veut dire, les différentes phases du cycle, ça oui. Ça, c'est primordial et toutes les femmes devraient être informées de ça et se former sur le sujet. Ça, je suis d'accord.
Par contre, dire qu'on va faire un type d'entraînement spécifique pour telle période du cycle pour toutes les femmes, absolument pas. Il y a des variations qui sont beaucoup trop importantes. Il y a des femmes qui ne sont pas sensibles aux variations hormonales ou beaucoup moins, et des femmes qui sont très sensibles. Si demain je commence à dire, ok, ce qu'on entend souvent sur les réseaux, pendant les règles, vous êtes faible, on va faire du yoga. Voilà, c'est tout. Alors que d'un point de vue physiologique, le moment du début des règles, si on n'a pas de douleur, c'est au contraire justement le début de cette phase où on va commencer à avoir de la force. Il y a des femmes qui, le jour de la règle, c'est alléluia, quoi. Tout se passe, elles sont le mieux du monde et au contraire, c'est la délivrance. Je vais dire à ces femmes, bah non, tu fais du yoga, tu restes chez toi, t'es faible. Bah non, si tu te sens bien, t'y vas en fait, tu vois. Et c'est ça qui est hyper important, c'est que c'est de l'individualisation. Là, ce que les recherches montrent aujourd'hui, l'état de la recherche, c'est qu'il y a un impact de nos hormones sur notre performance. C'est vrai, mais il est individualisé. Donc on ne peut absolument pas avoir une règle pour tout le monde. Donc le plus gros des conseils, c'est regarder votre cycle, notez vos symptômes, peu importe lesquels vous observez, que ce soit changement d'humeur, changement de force. Et puis, renseignez-vous sur ce que ça veut dire, les différentes phases, parce que oui, il y a un impact pour chaque phase, c'est vrai, il y a une phase hormonale qu'il faut connaître. On va avoir tendance, par exemple, en début de cycle, donc avant l'ovulation, à avoir plus de force, à avoir plus d'énergie, à avoir moins de difficulté à utiliser le sucre, le glucose, donc on n'a pas trop besoin de s'embêter autant à timer son apport en glucides par exemple, alors qu'en seconde phase, on va avoir cette augmentation, on disait tout à l'heure, d'un besoin d'énergie un peu plus important, on va avoir une tendance à la résistance à l'insuline un peu plus importante. Donc on va faire très attention à comment on mange avant l'entraînement et après l'entraînement notamment, comment on utilise ces glucides à ce moment-là. Mais on va aussi avoir, par exemple, autour de l'ovulation, les ligaments vont être un peu plus laxes. Donc il faut faire attention typiquement dans certains sports où on peut avoir une tendance à avoir plus d'entorse. Il y a carrément... Ah oui, il y a un impact physique. Physique sur les muscles. Sur les ligaments. Waouh. Donc il y a plein de choses à connaître. Ça, je suis d'accord. Et ça, moi, c'est ma mission. C'est d'éduquer les femmes sur notre corps, ça veut dire quoi chaque phase et qu'est-ce qui change dans notre corps. D'ailleurs, petite question, on peut te retrouver où sur Instagram, par exemple ? Sur Instagram, Anaïs Gautron, hyper simple. Mon prénom. G-A-U-T-R-O-N. Exactement. Sur Instagram, principalement, j'ai mon podcast aussi, You Are Hormonal, que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. C'est en anglais ? C'est tout en français. Non, je rigole. C'est tout en français, avec un nom anglais que personne ne peut prononcer, moi inclus, mais c'est tout en français. Mais ouais, donc c'est ça, oui, ça je suis d'accord. Mais par contre, on ne va pas mettre de règles très spécifiques sur quand est-ce que tu as le droit de t'entraîner. Par contre, comprendre ce qui se passe et s'écouter, ça oui. Donc synchroniser son entraînement avec ses symptômes, oui. C'est un long pavé, mais je pense que c'était hyper important. Ouais, non, très très important. Donc chacune est différente. Ouais. Adapté selon vous, comment vous vous sentez. Exactement. Et comprendre les phases, c'est clair que c'est hyper important. Comprendre pourquoi on a une phase de basse hormone, une phase de haute hormone, est-ce que ça veut dire sur nos glucides, etc. Oui, mais c'est ce qu'on observe, ce que moi j'observe dans la pratique et ce que les spécialistes et les chercheurs observent, c'est que l'impact, il est vraiment individualisé. Ouais, ok. Ouais. Donc en fait, ceux qui disent sur les réseaux sociaux, adaptez, faites du yoga pendant que vous... Bullshit. Voilà, super. On fait tomber les chapeaux. Et pire, ceux qui vendent des programmes sportifs adaptés au cycle menstruel. C'est une grosse blague parce que c'est générique. Donc ça, si vous voyez ça, c'est du scam. Non, complètement. Voilà. Complètement. Trop bien. Donc c'est quoi les signaux pour adapter ça Bonne question. Bah, vraiment, tout. En fait, ce que j'aime bien dire, c'est que même sans parler du cycle, il faut juste observer d'un mois après l'autre et noter comment on se sent d'un point de vue récupération, d'un point de vue force, d'un point de vue endurance. Moi, personnellement, je sais que début de cycle, en général, donc avant l'ovulation, je peux faire ce que je veux. Il n'y a pas vraiment il n'y a pas de truc que je ne peux pas faire, je n'ai pas de choses à ajuster. Je sens en général que je vais avoir moi pour le coup, un gros impact au niveau de mes ligaments autour de l'ovulation. Donc je fais très attention à certains types de mouvements pour pas avoir... Toi, tu as un petit problème aux ligaments? Je suis très laxe de manière générale, donc j'ai une hyperlaxité. Donc quand autour de l'ovulation, c'est encore plus marqué. Donc je vais faire hyper gaffe, tu vois, typiquement en CrossFit, tout ce qui va être gym dynamique, tout ce qui muscle up, etc. Je vais faire attention à faire du strict à ce moment-là, pas faire trop de dynamique. Parce que je sais que je vais avoir un impact, moi, qui est marqué sur ce moment-là. Et je sais que j'ai tendance à avoir une très mauvaise réponse à des cardio intenses en seconde partie de cycle. Donc là, moi, je vais faire des entraînements plutôt axés sur la technique,
vraiment des choses sur la concentration, de la haute intensité mais courte. Je vais faire attention effectivement à ajuster là-dessus, mais c'est parce que je note chaque mois mes symptômes. Donc, très drôle, en fait, si vous voyez Anaïs à la gym, à la salle de sport, et qu'elle fait des séances plutôt voilà, axées sur la technique, vous savez à peu près dans quel cycle elle est. Exactement, c'est vrai. C'est vrai. Et ça, c'est vraiment le point. Tu vois, typiquement, c'est pareil quand tu as un coach qui dit Et ça, c'est hyper important d'ailleurs. Très bonne side note. Allez parler à vos coachs. C'est ultra important. Mais est-ce que tous les coachs sont aussi non, mais justement, c'est pour ça qu'il faut en parler. Okay. Parce que c'est hyper important. Moi, la première, quand j'ai travaillé avec un coach, la plupart des coachs, c'est des mecs. Donc, ils ne comprennent pas forcément ce truc-là. Ils savent pas. Et puis, c'est vrai que moi, quand mon coach me dit, bah écoute, là, tu as un effort à 90% pendant 40 minutes et que je suis en PLS parce que j'ai mal pendant mes règles, c'est pas possible, en fait. Ouais. Donc, il faut absolument que vous ayez ces conversations, que ce soit si vous avez des coachs privés, mais même dans vos box de CrossFit, dans vos salles de sport, si vous avez des coachs avec qui vous travaillez, que ce soit pour le programme du jour, par exemple, dans la salle de CrossFit, tu arrives, tu fais le programme, et que vous ne pouvez pas pour telle ou telle raison, il faut absolument ouvrir cette conversation, parce que oui, vous n'allez pas être toujours capable. Et le coach, par exemple, qui répond non, mais c'est normal, ça c'est niette. Bah ouais, non, il faut changer de coach. Quoi. Il faut changer de coach, ou il faut lui expliquer, ou lui envoyer mon compte pour qu'on discute, quoi. Mais c'est un truc, c'est un gros point d'éducation aussi que je fais. J'ai un projet avec le CREPS notamment. Pour commencer donc le CREPS, c'est l'école de formation des coachs sportifs, pour justement introduire cette notion de cycle, de santé hormonale, etc. Éduquer un peu les hommes sur ces sujets. Parce que j'imagine et les femmes d'ailleurs, parce que non, moi, quand j'ai commencé en tant que coach sportif, personne m'a dit rien du tout sur la santé hormonale. C'est moi qui me suis formée. Mais on te dit rien du tout sur le sujet. Hein. Que tu sois femme ou homme, si tu t'y intéresses pas, tu t'y intéresses pas. Et en tant que femme, on n'est pas formé non plus, on n'est pas éduqué. Mais comment, d'ailleurs, petite question plutôt personnelle sur comment est-ce que ça t'est venu, comment tu t'es formé, est-ce qu'il y a des ressources qui existent déjà ? Oui, très bonne question. Ok. Moi, comment c'est venu ? Très franchement, c'est une appétence que j'ai toujours eue sur la recherche de manière générale, et j'ai toujours eu ce côté, tu sais, de vouloir un peu combattre les injustices entre hommes et femmes, entre guillemets. Pour le coup, je suis pas dans la rue, tu vois, à essayer de changer les lois. Ça n'a jamais été mon truc. Par contre, j'ai toujours eu cet aspect-là dans mon quotidien. Donc, j'ai toujours voulu qu'il y ait, tu vois, quand je bossais pour une start-up, je voulais qu'on ait les mêmes, entre guillemets, droits, tu vois, égalité des salaires. Quand j'étais dans ma start-up, où je travaillais sur des trucs, tu vois, qui étaient spécifiques, bah, une fois que je suis arrivée dans le sport, j'ai voulu faire pareil. Je me suis dit, ok, c'est absolument pas normal qu'on s'entraîne comme des mecs alors qu'on n'est pas comme des mecs, et que la plupart de la recherche soit faite sur des mecs. Très franchement, si je pouvais revenir en arrière et refaire mes études, je partirais en recherche. Ça me passionne, je dévore les papiers, j'adore ça, et je pense que je partirais dans la recherche si je pouvais. Enfin, si j'étais, voilà, je vais pas me retaper toutes mes années d'études, mais du coup, moi, comment j'ai fait ça, c'est tout simplement de faire de l'éducation, et j'adore ça, j'ai toujours été dans l'éducation, dans le partage, etc. Donc moi, c'est mon credo, mais ça a vraiment été parce que je suis rentrée dans ce milieu du sport et je me suis dit, mais c'est quoi, pourquoi il n'y a pas d'informations sur les femmes, quoi. Donc ça, c'est pourquoi. Sur les ressources, que ce soit sur les femmes sportives elles-mêmes ou sur les coachs sportifs qui veulent en apprendre plus sur la physiologie féminine, le point d'accès numéro 1, je pense que tu la connais, j'en parle très souvent, c'est Stacy Sims. C'est la référence. Elle est maintenant, quand je l'ai connue, c'était un tout petit. Elle était encore petite sur Instagram, mais maintenant elle est absolument partout. Si vous avez un endroit où commencer, c'est avec ses livres. Elle a fait des livres, elle a fait des milliers de podcasts maintenant. Elle a des formations également. Stacy Sims, c'est vraiment la référence numéro 1. Ok, trop bien. C'était les deux questions que tu m'avais posées. Ouais, c'est ça. Bah, c'est savoir comment est-ce que tu t'étais intéressé à ce sujet-là. Donc effectivement, il y a tout un pan à adapter par rapport à effectivement vos cycles, comment est-ce que vous allez vous entraîner par rapport à ça. Mais il y a aussi la biologie, et donc savoir comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. On accompagne énormément avec Lucie, donc on a lancé cette plateforme de santé préventive qui rend accessible finalement la prise de sang et l'interprétation de ces tests sanguins. On accompagne les athlètes. Les athlètes, justement, ça leur permet de voir comment leur corps fonctionne,
et aussi permettre d'adapter leurs entraînements T'ajuster pour la performance, ouais. Toi, tu utilises aussi les analyses biologiques. Ouais. Comment tu les travailles? Ouais, d'ailleurs, j'utilise Lucie avec mes athlètes, et avec des athlètes de haut niveau. C'est hyper important quand on rentre dans le côté souhait de performance, parce qu'encore une fois, on revient aux athlètes du quotidien, donc toi et moi. On veut améliorer notre performance, on veut travailler sur la longévité. Donc, on veut s'entraîner pour vivre mieux, plus longtemps. La longévité, c'est ça, parce qu'on parle souvent, longévité, c'est vivre plus longtemps. Non, la longévité, c'est vivre plus longtemps. Jusqu'à 150 ans. Oui, si tu sers à rien et que tu es un légume, ça sert à rien. Par contre, vivre jusqu'à 90 ans en super forme, c'est plutôt ça qu'on va rechercher. Donc, c'est pousser ce bien vivre. C'est pas juste vivre plus longtemps. Ouais. Et donc, en tant qu'athlète... Très bien résumé. Merci Anaïs. Je t'en prie. Et donc, en tant qu'athlète, encore une fois, les athlètes du quotidien, l'objectif, c'est de s'entraîner pour vivre mieux, bien, en bonne santé, plus longtemps et être autonome. Okay. Justement, pour pouvoir faire ça, on aime utiliser les données biologiques parce qu'on va pouvoir voir quels sont les marqueurs. Encore une fois, quand on parlait du surentraînement tout à l'heure, on va aller regarder le cortisol, on va regarder l'insuline, on va regarder les marqueurs d'inflammation. Ce qu'on va observer souvent chez les athlètes, de manière générale, c'est ces grosses catégories que je viens de citer. Beaucoup de déficiences, des carences en minéraux, en vitamines, en fer, etc. On va retrouver une inflammation systémique chez beaucoup, inflammation chronique chez beaucoup d'athlètes, pas forcément de haut niveau encore une fois. Donc on va regarder la CRP par exemple, on va regarder l'homocystéine, etc. Et on va... Donc ça, ce sont des marqueurs biologiques qu'on teste chez Lucie. Ouais, et on va regarder évidemment, ce que je disais tout à l'heure, ces fameux axes. On va regarder la santé thyroïdienne, on va regarder la T4, la T3, la TSH, on va regarder s'il y a une résistance à l'insuline, parce que ça, c'est un truc, quand j'ai commencé, je me souviens toujours, j'étais en clinique, je faisais un internat, entre guillemets, et j'ai voulu m'orienter sur les sportifs très, très rapidement. Et donc, j'ai commencé à travailler avec des sportifs et à tester les sportifs. Et j'étais choquée du nombre de résistances à l'insuline chez les athlètes de haut niveau. C'est hallucinant. Et on ne parle pas de résistance à l'insuline extrêmement marquée, attention. Pour les personnes qui découvrent ce podcast-là, qu'est-ce que la résistance à l'insuline? Expliquez avec des mots très simples. En gros... Il faut imaginer que quand on mange du sucre, des glucides, je vais faire très simple, quand on mange des glucides, on va avoir une augmentation du glucose dans notre sang, qui est classique. Et c'est ce qu'il faut. Parce que quand on voit les trucs sur Internet aussi, il ne faut pas de pic de glucose. Bon, on va se calmer. Si on n'a pas d'augmentation du glucose dans le sang, on ne peut pas fonctionner. Donc c'est normal. Pour les experts, on sait très bien de qui elle parle. C'est normal, j'ai rien dit. C'est normal d'avoir une augmentation du glucose dans le sang quand on mange. C'est l'objectif. Okay. Suite à ça, pour faire très simple, on va avoir la production d'insuline pour gérer, entre guillemets, le dispatch, la distribution de ce glucose. Okay. Malheureusement, quand ça devient chronique, parce que ça, c'est un phénomène qui est normal, qui doit fonctionner. C'est nécessaire. Quand ça devient chronique, on va avoir en fait une élévation chronique de ce fameux glucose et donc des augmentations des pics de glucose trop importants. Et donc, en réponse à ça, on va avoir des réponses d'envoi d'insuline, là aussi, qui deviennent un peu chroniques pour répondre à ces pics de glucose pour les faire baisser. Donc, c'est vraiment le rôle de l'insuline. On envoie de l'insuline, ça fait baisser le glucose. Malheureusement, quand ça devient chronique, ton corps, il en a marre. Et donc, il arrête de fonctionner correctement et on va avoir ce qu'on appelle donc une résistance à ce phénomène-là ou à ce mécanisme-là. Et le corps, du coup, répond plus très bien à cette insuline, entre guillemets. Et donc, on va avoir ce qu'on appelle une résistance à l'insuline. Enfin, pourquoi c'est pas bon? C'est parce qu'après, derrière, ça va te déclencher des risques de pré-diabète. Oui, alors en conséquence, évidemment, donc c'est toutes les maladies métaboliques. On a un impact sur le métabolisme de manière générale. Donc oui, c'est absolument pas quelque chose qu'on veut. C'est les maladies. D'ailleurs, quand on parle de longévité, tous ceux qui sont familiers des questions de longévité, on veut améliorer le métabolisme. Donc on veut absolument pas de résistance à l'insuline. C'est l'inverse qu'on va vouloir avoir. Mais effectivement, on retrouve ça. Alors attention, pas à des niveaux où on va déclencher des conditions comme le diabète, mais où on a des légères résistances à l'insuline. Ça va impacter évidemment la performance, ça va impacter la gestion du poids, ça va impacter, la fatigue, la récupération, etc., etc. Donc c'est hyper important chez un athlète d'avoir une régulation de la glycémie, de l'insuline qui est optimale. Donc ça, on va le tester. C'est vraiment des marqueurs classiques qu'on va aller observer, le glucose à jeun, l'insuline à jeun. Vous avez sûrement entendu parler des indices OMA, que du coup on calcule grâce à ces marqueurs-là, qui vont nous dire s'il y a une résistance à l'insuline ou pas. On va évidemment aller regarder les bilans lipidiques, regarder ce qui se passe d'un point de vue
du cholestérol, voilà, etc. HDL, LDL. Exactement. On va aller regarder quoi d'autre, le cortisol, évidemment, le cortisol. Donc, on va observer ce qui se passe d'un point de vue du cortisol, qui est souvent problématique du coup dans ce contexte-là. Donc, en testant, parce qu'il y a plusieurs façons de Oui. tester le cortisol. Une des bonnes manières de tester le cortisol, c'est de tester le cortisol au matin au réveil. Et après, de voir un peu aussi comment il va fluctuer durant la journée. Idéalement, 24 heures. Idéalement, on veut avoir un cortisol de 24 heures parce que malheureusement, il peut se passer tout un tas de facteurs. Et quand on le teste que le matin isolé, ça peut... Ouais. Voilà. Ne serait-ce que l'impact chez certaines personnes d'aller faire les bilans sanguins, ça peut avoir un impact et avoir un cortisol un peu plus élevé. Mais bref, en tout cas, c'est des choses qu'on va regarder parce que justement, quand on va pouvoir évaluer ces marqueurs, on va pouvoir justement ajuster de manière un peu plus fine, un peu plus précise et recadrer ce qui ne se passe pas bien dans l'entraînement ou dans l'alimentation ou dans les stratégies qu'il y a autour de la récupération notamment. Et du coup, ça va aussi aller guider la nutrition. Parce que comme on le sait, le sport est très lié aussi à votre récupération, mais aussi à la façon dont vous allez manger, parce que tout est lié. Ça va vous aider à la récupération, ça va vous permettre aussi d'aller fonctionner, parce que en fait, si vous avez des carences, notamment sur tout ce qui va être des vitamines, finalement, vous allez le retrouver via la nutrition. Oui, c'est vrai que, et ça c'est super important parce qu'on parle beaucoup quand on fait les marqueurs, quand on regarde les analyses sanguines, on parle beaucoup de suppléments en réponse à ce qu'on observe. Les suppléments vont être intéressants dans de nombreux cas et je suis une des premières à en parler, mais avant toute chose, le premier point, la première variable d'ajustement, c'est ton alimentation. Alors évidemment, suite aux marqueurs qu'on va observer, déjà s'il y a des carences, on va réguler les carences via l'alimentation, mais souvent via les suppléments pour le coup, parce que on sait que notre alimentation est un peu plus pauvre quand même nutritivement qu'elle pouvait l'être autrefois. Mais aussi, par exemple, s'il y a des grosses carences, je ne vais pas te donner 4 kilos de viande rouge à manger parce que tu n'as pas assez de fer, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a des choses qu'on va pouvoir ajuster avec l'alimentation, mais pas tout. Et on va aussi voir à reconstruire en fait sa routine à la fois d'entraînement et à la fois d'alimentation, de nutrition, de stratégie autour de ton entraînement. Ça, c'est hyper important parce qu'on parlait tout à l'heure d'avoir suffisamment de calories pour fonctionner, mais il va aussi falloir prendre en compte, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, il va falloir prendre en compte l'alimentation avant et après l'entraînement et potentiellement pendant. On veut absolument aussi avoir suffisamment de protéines chez les femmes, alors chez les hommes aussi, mais très critique chez les femmes, très critique chez les femmes en périménopause également, pour notamment la construction musculaire, parce qu'on sait qu'on perd en masse musculaire au fur et à mesure. Ouais, je sais que il y a un gros sujet sur l'apport protéines chez les hommes, chez les femmes. Il y a beaucoup de personnes qui vont te dire, ok, tu dois prendre tant de protéines, grammes de protéines par kilo. Pour la personne moyenne, je dirais, qui veut faire du sport 3 fois par semaine, tu vois, c'est quoi son apport par jour de protéines? Alors, moi, j'aime pas trop, tu sais, le truc, souvent on dit pour simplifier, il vous faut 30 grammes de protéines par repas. Ça prend pas en compte la taille de la personne, son âge, etc. Donc oui, ça peut aider à se rendre compte. Pourquoi en fait ça vient pourquoi on dit ça? C'est parce qu'en fait, il faut, je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu complexe, mais pour la production musculaire, il faut surtout, c'est la leucine qui va. Alors, c'est un acide aminé, la leucine. Donc, il faut des protéines, oui. Mais il faut aussi un niveau de leucine minimal. Et en moyenne, si on ne mange pas 30 grammes à peu près de protéines par repas, on ne va pas avoir ce quota de leucine. Alors attention, parce que typiquement les œufs n'ont pas beaucoup de leucine, le tofu n'a pas beaucoup de leucine, donc aussi en fonction des sources. Il faut faire attention, surtout en périménopause, à la leucine. Donc parfois on l'ajoute en supplément justement, notamment chez les femmes qui ne mangent pas beaucoup de viande ou de produits animaux. Leucine, on peut le retrouver dans les BCAA ou juste tout seul d'ailleurs. Hein. Et dans les aliments, naturellement, dans la viande. Dans la viande. Dans la viande de manière générale. Les produits animaux. Donc on en trouve aussi dans les produits animaux de manière générale. Végétarien, c'est très difficile d'aller chercher. C'est plus difficile, exactement. Donc on va faire attention là-dedans. On en trouve dans la whey aussi. Donc là on n'est pas sur de la viande, mais c'est pas vegan. Ça reste du. Toi, tu prends de la protéine ou pas? Très peu. Poudre. Alors moi, très peu. Je fais partie des gens qui adorent manger. J'ai aucune difficulté à manger. D'ailleurs, j'en mange un peu trop. Il faut au contraire que je fasse un peu plus attention à manger un peu moins de protéines. Toi, tu penses que tu as combien de protéines par jour en grammes? En grammes, je pourrais regarder parce que j'ai compté autrefois et donc je suis à peu près à ce que je faisais avant. Ouais, tu sais maintenant à peu près. Ouais, je suis à facile 2,1, 2,2 grammes par kilo, ce qui est la limite haute. On aime, alors tu me demandais tout à l'heure, justement, je vais rebondir là-dessus. Le ratio, on est sur 1,6 jusqu'à 2,2 grammes
par kilo de poids de corps. Okay. Plus on va aller vers le haut, plus on va targeter les personnes qui sont vraiment sur du sport de haut niveau ou beaucoup de dépenses. Mais moins de 1,6, c'est quand même pas fou. Ouais. Donc pour ceux qui nous écoutent, je vous invite vraiment de calculer au tout début combien par rapport à votre poids, combien vous avez besoin par rapport à ce que Anaïs a dit, votre apport en protéines par kilo poids de corps. Par kilo. Ouais. Comme ça va vous donner une base. Une baseline, exactement. Voilà. Et après, derrière, c'est à vous de faire vos premiers plats en fonction de ça. C'est hyper important parce que souvent, je te coupe, désolé, mais je vois beaucoup de femmes qui disent mais moi, je mange plein de protéines. Regarde mon petit déj, j'ai 2 œufs. Et en fait, au final, à la fin... Enfin, 12 grammes. Hein. Ouais, mais c'est vrai, parce que moi, j'avais eu cette réflexion il y a 2 ans, quand j'avais commencé à beaucoup faire de sport, et qu'il y avait un médecin fonctionnel qui me suivait et qui m'avait dit, mais en fait, combien tu as de protéines réellement ? Et donc, il m'avait forcé à faire cet exercice. Alors que je pensais bien manger, il m'a dit, mais non, en fait, là, tu es vraiment en déficit de protéines. Ouais. Et donc, ça, c'est ultra important. Et quand vous allez vraiment être... réellement avec l'apport, vous allez vraiment le sentir. Ouais, et puis évidemment, il y a des c'est pour ça qu'il y a un range, hein, on n'a pas un chiffre précis. Ouais, une référence. Voilà, que tu sois en périménopause ou pas, que tu sois sec déjà ou pas, que tu aies un objectif de perte de poids ou pas, on va varier, mais il faut un minimum. Et c'est hyper important, donc on veut ce minimum sur la journée, on veut le répartir. Très, très, très important, répartir sur la journée. Et quand on parlait de pré- et post-workout, s'il y a un truc qui est hyper important à retenir pour toutes les sportives, toutes les femmes qui s'entraînent, c'est la fameuse fenêtre anabolique. Donc après l'entraînement, on a max 1 heure pour... Mais c'est pour les femmes et les hommes ? Plus particulièrement chez les femmes. Et ça a été il y a eu une petite polémique là, il y a quelques années chez les hommes, parce qu'il y a eu des recherches de fait qui disaient que en fait, la fenêtre anabolique n'existe pas vraiment. D'après ces recherches-là, elle n'existe pas vraiment chez les hommes. Elle est extrêmement importante chez les femmes, et encore plus en période de périménopause et après. Okay. Donc vraiment important après votre entraînement de manger des protéines. Quand je dis manger des protéines, on ne parle pas de manger 10 grammes, on parle plutôt de 30 voire plus. Donc si on doit maximiser un repas protéiné, c'est celui qui vient après l'entraînement. Et c'est quoi la time frame 1 heure. La période? 1 heure. 1 heure. Ouais. Donc c'est vraiment 1 heure court. pour manger. Le plus tôt possible idéalement. Okay. Ouais. Donc ça c'est hyper important. Tu parlais des glucides tout à l'heure, on veut manger des glucides, c'est ultra important. Non, parce que c'est vrai que, encore une fois, quand on parle on ne veut pas pousser à la résistance à l'insuline, manger parfois beaucoup trop de carbs. Et en fait, c'est ça le truc contre-productif aussi avec les athlètes, c'est que, notamment longue distance, ils ont tendance à manger énormément de carbs, parfois des diètes trop en carbs et pas assez suffisamment équilibrées. Ouais. Et donc... là, vous allez potentiellement rentrer dans des sujets de résistance à l'insuline, etc. Ouais. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu voyais énormément d'athlètes qui arrivent en résistance à l'insuline. Après, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui contribuent, mais malheureusement, de toute façon, il faut manger énormément de glucides quand tu fais de l'ultra-endurance. C'est un peu nécessaire, mais effectivement, il faut que ça soit équilibré aussi, il faut que ça soit stratégique. Mais encore une fois, quand on parle des athlètes comme toi et moi, voilà, il faut manger équilibré, il faut avoir ses protéines en plus. Mais du coup, c'est le point, c'est on cherche la longévité. Donc, il y a beaucoup de diètes autour de la longévité qui sont très low carb, ce qu'on appelle très faible en glucides. Je recommande pas chez les femmes. Tu dis que chez les femmes, il y a un apport nécessaire qui est plus important. Encore une fois, et on simplifie, mais encore une fois, c'est toujours cette espèce de petit signal d'alerte. Il faut un peu penser à notre corps est sensible à ces stresseurs, entre guillemets. Je vais passer les détails, mais on a besoin de glucides de manière générale. Et en plus, on sait que quand on commence à baisser les glucides, on va tendre à un régime qui est moins, du coup, calorique. Il y a moins de calories. Et du coup, on arrive dans ce fameux signal de famine, encore une fois. Mais de manière générale, attention... Dont vous êtes plus dont nous sommes sensibles. Plus sensibles. Voilà. Okay. Mais attention, de manière générale, même sans parler de ça, on a besoin de glucides. C'est ultra important, d'un point de vue cérébral aussi d'ailleurs. Pour toutes les femmes qui se réveillent au plein milieu de la nuit, le fameux réveil de 3 à 4 heures du matin pour aller faire pipi, c'est pas que vous avez envie de faire pipi. Et ça, c'est hyper important. C'est que le corps, il sait s'arrêter pendant 12 heures de faire pipi. Il n'y a aucun problème avec ça. Si on se réveille pendant la nuit, à 3-4 heures du matin, systématiquement pour aller faire pipi, il y a un sujet sur la glycémie et ou sur le cortisol. Okay. Wow, intéressant. Et c'est hyper important de vérifier ce que vous mangez le soir et de vérifier que vous avez suffisamment de glucides complexes. Parce que souvent, on va observer, quand il y a ces fameux réveils la nuit, c'est qu'il y a eu une hypoglycémie réactive au milieu de la nuit. Okay. Là, j'enlève le sujet cortisol si on se concentre sur la glycémie.
Ça va être associé à 2 choses, soit un repas qui est très très riche en glucides simples, donc rapide, okay, donc en réaction à ça, il va y avoir une hypoglycémie fonctionnelle au milieu de la nuit, ou au contraire, un repas qui n'a pas eu suffisamment de glucides complexes, donc pas assez de glucides. Et donc là aussi, on va avoir une hypoglycémie réactive, ce qui n'est pas assez pour tenir la nuit. Okay. Donc c'est hyper important de ne pas couper les glucides, ne serait-ce que pour ça, cet exemple spécifique, parce que je l'utilise parce qu'il est parlant. Parce que le nombre de femmes qui se réveillent la nuit pour aller faire pipi, c'est affolant. C'est quasiment toutes les femmes que je suis. C'est toujours la même heure, toujours ce fameux réveil 3 à 4 heures du matin. Encore une fois, il y a le sujet cortisol. Le dérèglement du cortisol va faire ça aussi, mais on sait que la glycémie va impacter ces fameuses hypoglycémies réactives. Ok, tu sais que c'est fou, mais au tout début de notre voyage aux États-Unis, pendant le premier mois, ça ne m'arrive jamais de faire pipi durant la nuit, mais j'avais toujours ce réveil à 5 heures du matin où j'avais envie de faire pipi. Ça ne m'arrivait jamais. Je me dis, mais c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe ? Et donc, et en fait, au début, je me suis dit, c'est potentiellement la jet lag, le changement de time zone, ça a eu un impact. Mais en fait, c'est potentiellement lié si ça dure, ça dure probablement ton cortisol pour le coup. Qui a dû un peu se dérégler et qui a... Parce que forcément, quand tu vas avoir un dérèglement de ton cortisol, donc c'est l'autre cas, ça. Le dérèglement du cortisol, pendant la nuit, on va se retrouver à avoir une élévation du cortisol, alors qu'il est censé être bas. Et donc, ça va te réveiller. Okay. Donc, c'est les 2 cas, entre guillemets, qu'on observe. Mais du coup, hyper important, le soir, d'avoir des glucides complexes. Des bonnes glucides complexes. Donc, glucides complexes... Ce qu'on appelle les féculents, mais attention, pas des pâtes blanches, pas des choses qui ont un haut indice glycémique. S'il y a un truc à regarder, c'est un peu plus ça. On va manger des glucides à un indice glycémique un peu plus bas, c'est-à-dire que ça ne va pas vous faire ces fameux pics dont on parlait, ou moins importants, et que ça va durer. Ça va être quelque chose qui va être stable sur une longue durée, qui est cette fameuse augmentation, mais qui reste vraiment très, très stable. Donc là, on va penser au quinoa, les riz, pas un riz très amidonné, mais un riz un peu plus complet, les lentilles, les légumineuses, bien sûr, la patate douce, moins la patate parce que pour le coup, vu qu'elle est très riche en amidon, elle a un indice glycémique un peu plus élevé. Mais voilà, on va penser à toutes ces bonnes glucides complexes, les céréales complètes aussi. On a beaucoup d'anti-céréales un peu partout sur les réseaux, mais attention, une céréale ancienne comme le sarrasin par exemple, le millet, c'est des céréales qui sont vraiment hyper intéressantes à utiliser. Pseudo-céréales d'ailleurs, mais bref. Mais c'est des choses qui sont importantes parce qu'on a tendance à couper les glucides. On a beaucoup entendu chez les femmes de couper les glucides le soir parce que les glucides font grossir et on se retrouve avec les dérégulations dont j'ai parlé, avec des réveils nocturnes. Donc manger des glucides et surtout maximiser les glucides simples, pour le coup, rapides autour des entraînements. Donc avant de s'entraîner, on va manger 30 à 60 grammes minimum de glucides dans l'heure, entre guillemets, avant de s'entraîner. Après l'entraînement, je parlais des protéines. On aime bien rajouter des glucides avec. Les protéines sont importantes, mais on va ajouter aussi une petite source de glucides rapides après l'entraînement. Et j'aime bien dire, si vous voulez vous faire plaisir, avec des produits un peu moins santé, un peu plus sucrés, c'est le bon moment. C'est le bon moment autour des entraînements. Autour... Oui, parce que vous allez les utiliser, ces fameux sucres. Donc, les sucres un peu simples, les produits un peu plus raffinés, c'est bien mieux de les manger là que de les manger le matin au réveil ou le soir avant d'aller se coucher. Donc, c'est un peu le moment, si on veut se faire plaisir, de mettre ces petits Donc, voilà, donc vous avez compris. La petite glace, c'est juste après la séance. C'est pas forcément l'idéal, mais oui, ça peut être le moment pour le caler. Ouais. Et du coup, on n'a pas parlé des lipides. Tu parles de la glace. J'aime bien mettre la glace dans un aliment qui n'est pas un aliment à bannir. Parce qu'une vraie bonne glace artisanale, elle est faite avec de la bonne crème fraîche, entière, avec des œufs entiers. Oui, il y a du sucre. Mais justement, un sucre accompagné avec de la bonne crème fraîche, avec des bons œufs, c'est pas quelque chose qui va faire grimper votre glycémie de manière folle comme du sucre simple tout seul. Donc c'est pas un aliment pour moi, une bonne glace artisanale, c'est pas forcément un mauvais aliment. Alors évidemment, commencez pas à en bouffer au petit-déj et tous les jours. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut trouver des aliments comme ça qui sont qui vont avoir un impact moins important parce qu'ils sont... Néanmoins, on n'est pas en train de dire que les glaces que vous allez retrouver dans votre supermarché, là au congélateur, c'est pas ça qu'on est en train de les parler. Ouais. Mais du coup, dans les glaces, donc il y a les lipides dont on n'a pas encore parlé. Oubliez pas les lipides, qui sont primordiaux pour notre santé de manière générale, parce que c'est les blocs constructeurs de toutes nos hormones stéroïdiennes qui viennent du cholestérol. Donc très important de ne pas oublier les lipides. Donc les lipides. L'huile d'olive, par exemple. Toutes les bonnes graisses, on va penser... Alors, pareil, il y a eu beaucoup de choses sur les graisses saturées, il ne faut pas en manger, c'est pas vrai. Les bonnes graisses saturées, il n'y a aucun problème avec les graisses saturées. Les œufs, il n'y a aucun problème avec les œufs. On va manger des bonnes sources de graisse, donc on va penser aux bonnes huiles non raffinées. Donc, c'est pareil, il y a un gros sujet sur les... Attention aux huiles végétales.
Ça, c'est le gros sujet qui a intervenu il y a quelques années. C'est un peu du lobby, en vrai, quand on creuse un petit peu. Une très bonne huile végétale qui a été extraite à froid, qui n'a jamais été chauffée et qui est comme l'huile d'olive protégée de la lumière. C'est pour ça qu'on voit l'huile d'olive ici dans un bocal qui est opaque. C'est parce que ça la protège de la lumière et donc ça l'empêche de l'oxyder. Exactement. Et ça, c'est quelque chose, quand on prend une huile, même une huile végétale, par exemple une huile de tournesol, là, tout de suite, je vais avoir tous les pros ancestrales, machin, qui vont me dire « Mais quelle horreur !» Non, une huile de tournesol qui a été extraite à froid, qui est conservée de cette manière-là, voire même au frigo, parce qu'elle est un peu plus fragile, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on consomme des huiles qui sont rances, qui sont oxydées, des huiles qui sont dans des trucs en plastoc, transparents. Dans des bouteilles en plastique, souvent des mélanges en plus. Ouais, puis qui ont été chauffées. Elles ont été extraites à chaud, elles ne sont pas pressées à froid. Donc c'est ça le problème, c'est vraiment l'origine. Donc manger des bons avocats... c'est dégueulasse les avocats, mais c'est bon pour la santé. Les avocats sont dégueulasses. Je déteste les avocats. Alors là, c'est l'exclu de ce podcast. Elle n'aime pas les avocats. C'est la meilleure chose au monde. Oh, c'est gluant là, tu les mets dans ça glisse quand tu les manges. Non, horrible. Mais c'est bon pour votre santé. Les œufs, les bonnes huiles d'olive, évidemment, l'huile de lin, les graines, les noix. Faire attention comment on les consomme, etc. Mais voilà. Pourquoi On fait attention à certaines graines. Alors, pour tout un tas de raisons, mais on aime bien, pour la plupart des graines, déjà parce qu'elles ne sont pas forcément bien digestes. On va commencer par ça. La plupart des graines et aussi des noix, d'ailleurs. Quand j'ai les noix, c'est les nuts. Donc, tous les types de noix. Les amandes, les noix du Brésil, etc. Pas toutes, mais une grande catégorie, on va vouloir les faire tremper avant. Okay. Et certaines, on va avoir les moudre. Donc, par exemple, pour les graines de lin, si tu fais l'essai et que tu manges des graines de lin, tu vas probablement les retrouver dans la cuvette des toilettes. C'est très sexy, mais on adore. C'est important. C'est vrai que c'est très important. Donc, pour pouvoir bien les assimiler, donc elles sont très riches en oméga 3. Est-ce que les graines de chia, c'est pareil ? Pour beaucoup de gens, oui. Alors, les graines de chia, la différence, c'est que vu que tu vas les faire tremper souvent, c'est rare que tu les manges sèches. Souvent, quand tu les fais tremper, du coup, c'est bon. Tu vas pas les retrouver. Mais les graines de lin, on va vouloir les moudre pour pouvoir justement absorber correctement, sinon tu vas les retrouver dans les selles, malheureusement. On va pas bien les digérer. Donc, fais attention, faire tremper les noix. Il y a d'autres raisons, mais bref, on fait tremper les noix, les amandes, etc. C'est une bonne idée. Les graines également, mais c'est des bonnes sources de graisse qu'on va essayer de privilégier. Et on n'oublie pas la source de graisse numéro 1 après l'huile d'olive, c'est les petits poissons gras. Les petits poissons gras. Très les bien. Petits poissons gras. Hyper important. Trop bien. Donc là, on a toutes les astuces qu'un athlète de tous les jours qui veut soit se mettre au sport, soit a déjà une routine sportive pour ne pas avoir ne pas arriver à l'inflammation, ne pas avoir un corps inflammé. Alors du coup, il y a aussi l'ajustement des entraînements parce que forcément, là, on parle de l'alimentation. On n'a pas parlé d'alimentation anti-inflammatoire, mais on va pousser vers une alimentation la plus anti-inflammatoire possible, le plus de légumes, de fruits, de fibres, d'aliments entiers non transformés. Bon, ça coule un peu de source parce qu'on en a parlé souvent. Voilà, donc c'est un mélange de ça avec des carbs, Exactement. Là, on a parlé des macros, mais on veut la qualité nutritive, donc des aliments les plus entiers possibles, le moins de produits raffinés possible. Parce que tu disais, voilà, tout à l'heure, les hommes qui s'entraînent, qui mangent un peu de la merde. Ah bah oui, parce qu'ils prennent pas de poids. Voilà. Mais malheureusement, c'est des choses qui sont un peu vides. Donc on va manger le plus... C'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi. Non, c'est toi. Elle est en train de me remettre la patate chaude sur moi. Le plus anti-inflammatoire possible, en tout cas le plus entier possible. On a parlé de l'ajustement des macros avant, après l'entraînement. Évidemment, ajustez votre entraînement. Parce que voilà, si on peut manger le plus anti-inflammatoire possible, si on n'ajuste pas ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'on s'entraîne tous les jours, qu'on fait du cardio modéré tous les jours, qu'on fait 2 entraînements par jour, tous les jours sans repos, bon voilà, l'inflammation, le stress chronique, ils vont être présents. Donc, ajustez votre routine d'entraînement, gardez des jours de repos, vraiment important. C'est quoi que tu conseilles quoi là-dessus par exemple, toi, c'est quoi ta semaine vraiment type À varier parce que quand tu es dans une phase où tout se passe bien, encore une fois, avec les cycles, je peux faire 3 jours d'entraînement sans aucun problème, 1 jour de pause, 2 jours d'entraînement. Moi, j'ai un peu le rythme classique, c'est-à-dire 3 jours d'entraînement, 1 jour de pause, 1 ou 2 jours d'entraînement, 1 jour de pause. Ok. Donc tu coupes ta semaine. Je coupe ma semaine avec un jour, un jour complet de repos. Okay. Au milieu et un jour complet de repos en général le dimanche, donc jeudi dimanche. C'est assez classique. En revanche, quand je suis dans une phase, typiquement quand on va rentrer dans les phases lutéales ou si on a des douleurs pendant les règles, etc., il faut ajuster. C'est pas forcément toujours la même chose, mais en tout cas, il faut s'écouter et ajuster pour avoir des périodes de récupération. Et surtout, ne pas avoir le même type d'entraînement à haute intensité tous les jours. Donc par exemple, quand je dis que je m'entraîne 3 jours de suite, je fais pas haute intensité tous les jours pendant 3 heures.
Je vais faire un jour, par exemple le premier jour, plutôt renforcement musculaire, très lourd, parce que c'est ce qu'on veut aussi quand on est une femme et quand on est une femme qui vieillit. Très très lourd, avec un petit haute intensité cardio après. Le lendemain, du coup... Donc, en gros, tu splits ta séance en 2. Ouais, vraiment très, 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 très lourd. Et après, parce que... C'est combien de temps tes séances? Je suis pas le bon exemple pour le coup pour la population générale, parce que je m'entraîne beaucoup. Ça fait partie de mon métier. Donc, moi, mes séances sont assez longues. Maintenant, j'en fais plus qu'une par jour. Mais... Avant, t'en faisais plusieurs par jour? J'avais certains types d'entraînement qui étaient splittés matin et soir. Plus maintenant, plus depuis que je fais plus de compétition. Mes entraînements sont tout compris. Ça veut dire qu'on prend le temps de warm-up, d'échauffement et le temps de cool-down, de récupération, 2h30. Donc j'ai des entraînements qui sont longs, mais encore une fois, ça fait partie de mon métier. Les personnes que j'accompagne... 2h30 de workout. Avec le repos... Après, ce que vous ne savez pas, c'est parce qu'on a fait une séance ensemble avec l'autre Max et Anaïs. Elle parle beaucoup. Du coup, les 2h30, je les comprends largement. Je rêve. Il faudrait que Max, l'autre Max, le vrai Max... soit là pour dire que tu mens. Mais non, ouais, on va dire que ces entraînements, ça varie entre 1h30 et 2h30. Mais encore une fois, je ne suis pas le bon exemple. Je vais avoir des sessions beaucoup plus courtes. Là, typiquement, je suis en vadrouille, donc mes sessions, c'est 50 minutes. Hein, voilà. Il faut ajuster. Mais tout ça pour dire qu'on ne va pas faire de la haute intensité tous les jours. On va avoir une période, donc moi, j'ai une période plutôt musculation haute intensité. Le jour d'après, c'est plutôt un truc un peu plus long, beaucoup moins intense. Et je varie comme ça jour après jour. Être sûr de faire des vrais jours de repos. Où il n'y a rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objectif cette journée de repos à part se reposer, et des journées de récupération. Okay. Et quand je dis récupération, c'est récupération active. Profitez-en pour aussi faire maximiser autour de la longévité et de votre performance avec des bains froids, pas glacés pour les femmes. Froids, attention. C'est quoi la différence entre glacé et bain froid? Ça, c'est le sujet, mais les bains glacés, les bains très très froids chez les femmes, c'est une très mauvaise idée. On a une réponse au froid qui est plus... on va répondre à une température plus élevée que les hommes. Donc, on parle encore une fois de cette fameuse charge allostatique et des stresseurs. Ça, c'est quelque chose qui va trop nous stresser si c'est trop froid. Donc, on va faire des bains froids en phase folliculaire. On va éviter en phase lutéale. Okay. Pas chez toutes les femmes, mais c'est la recommandation un peu générale. Et on va faire plutôt des bains autour de 12-15 degrés. Donc, on n'est pas sur du glacé. Wow, hein. C'est vraiment une grosse différence. Ouais. Ouais. Parce que, donc, on a fait avec Lucie, pour quelques 20 membres, on avait fait une petite session de bains glacés. D'ailleurs, il y a des personnes qui se reconnaîtront parce qu'ils nous suivent sur le podcast. Et on avait fait ces bains glacés. Et c'est vrai que, toutes les filles, elles l'avaient fait. Est-ce que tu as vu la durée? Combien de temps elle durait par rapport aux hommes? Elles ont duré bien plus que moi, par exemple. Ouais. Non, mais j'étais vraiment... Alors que après, c'est toujours pareil. Il y a des femmes, moi, je travaille... Et pour le coup, l'eau, elle était à 5 degrés. Donc vraiment très froid. Plus froid. J'étais vachement impressionné. Ouais, c'est trop froid. Mais c'est en phase folliculaire, attention, on va avoir une bien meilleure tolérance. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et attention, il y a des femmes qui adorent ça. Moi, je parle d'un point de vue physiologique. Et c'est toujours important, je rappelle ça. Je ne sais plus si je l'avais dit dans le premier podcast, mais tout ce que je dis là, c'est pas moi, Anaïs, qui le crois. Hein. C'est hyper important. C'est ce qu'on sait d'un point de vue physiologique, d'un point de vue recherche. C'est pas mes pensées, mes opinions. Moi, personnellement, je déteste les bains froids. Ça ne m'a jamais réussi. Même les bains froids pas glacés. Donc, si je parlais en fonction de moi, je te dirais non, on arrête, faut pas. Non. On sait que c'est quelque chose qui peut très bien fonctionner sur la récupération. Je le fais parce que je sais que c'est bon pour moi. De la même manière que quand on fait du sauna, l'approche du sauna, c'est pas la même chez la femme et chez l'homme non plus. On va avoir beaucoup plus de réponses positives chez une femme avec une très haute température, là où les hommes vont commencer à transpirer à moins haute température. Donc, vous pouvez faire un sauna infrarouge et transpirer. Nous, il va nous falloir 35 minutes dans un sauna infrarouge pour commencer à transpirer. Donc, on va plutôt aller sur un sauna finlandais avec des très, très hautes chaleurs pour les femmes et sur une durée plus longue. Donc, il y a des variations de ce côté-là. Mais tout ça pour dire que sur vos jours de récupération, pensez à ces techniques-là. Pensez à aller faire des marches actives. Pensez à aller faire des bains froids si vous aimez ça, si ça fonctionne chez vous. Pensez à faire du sauna. C'est quelque chose que je conseille un peu plus. Pour le coup, on a une bien meilleure réponse à l'exposition à la chaleur chez les femmes qu'à l'exposition au froid. Ok. Et donc là, on a vu tous les sujets sur effectivement comment est-ce qu'on peut optimiser nos entraînements, les placer dans une journée, dans la semaine également. Maintenant, toute la partie alimentation, l'alimentation, on le sait, pour certains, ça ne suffit pas, malheureusement. Et on le voit au travers de Test Lucie, lorsqu'on délivre ces protocoles-là, on donne toujours des indications sur l'alimentation, mais un des piliers ultra importants, c'est aussi la supplémentation.
faut pas le voir comme une drogue, il faut le voir comme quelque chose qui va vous aider. Ah oui, il faut voir comme un aliment en fait. Hein. C'est souvent ce que je dis, c'est pas un médicament, c'est un aliment. Voilà. Donc de la même manière que tu manges du magnésium quand tu manges du chocolat noir, tu vas prendre un magnésium sous forme de gélule. C'est pareil. C'est quelque chose de ultra important, et notamment pour les athlètes, les gens qui vont aller faire un peu de sport, même si c'est 1-2 fois par semaine, c'est très important. Comment est-ce que toi, tu vois les suppléments alimentaires dans ton quotidien ? Dans mon cadre ou le cadre de mes sportifs ? Dans ton cadre, et après, toi, comment tu vas le conseiller à tes sportifs ? Moi, j'utilise les suppléments depuis très longtemps. Pour le coup, c'est quelque chose qui a un peu toujours fait partie de ma vie. Je reste sur du basique, par contre. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que je vais avoir des approches de supplémentation spécifiques en fonction de mes bilans sanguins. Donc, je fais pas du n'importe quoi, entre guillemets, mais je regarde mes bilans assez régulièrement. J'ajuste avec des protocoles qui sont courts, en général 3 à 6 mois, en fonction de ce que j'ai à ajuster. Donc là, mon cas personnel, très rapidement, mais il y a presque 2 ans, j'ai commencé à avoir des douleurs pendant mes règles, très très fortes. J'ai de suite soupçonné une endométriose qui a été enfin confirmée après 2 ans. Mais du coup, ça a été mon objectif numéro 1. Donc typiquement, là, la dernière année, parce que c'est là où ça a vraiment augmenté, je me suis 100% concentrée sur l'inflammation. On sait que l'endométriose, c'est une maladie systémique inflammatoire, et sur la gestion des douleurs. Okay. Donc j'ai eu une approche supplément spécifique à ça, autour de ma performance. Est-ce que tu peux rapidement, parce que je pense que pour beaucoup d'hommes, s'ils nous regardent, savoir ce que c'est, l'endométriose, très rapidement. Alors l'endométriose, c'est quelque chose qui concerne une femme sur 10 déjà, selon les chiffres officiels, donc plus que ça. On dirait parce qu'il y en a qui ne sont pas diagnostiqués. Et ça prend, et c'est ça que ça a d'ailleurs choqué probablement beaucoup d'hommes, ça prend 7 à 10 ans pour être diagnostiqué. Ça peut prendre jusqu'à 7 à 10 ans pour être diagnostiqué. Toi, tu l'as diagnostiqué en 2 ans. Alors que je suis spécialisée, que je sais exactement ce que j'ai depuis le mois numéro 1 et que je travaillais dans la clinique de mon gynéco. Donc imagine quelqu'un qui ne sait pas de quoi elle souffre, qui ne sait pas de vraiment présenter les arguments ou quoi, le parcours du combattant. Il a fallu que je passe par 3 spécialistes pour que j'aie enfin quelqu'un de spécialisé et qui me fasse les images. Okay. Le problème du diagnostic de l'endométriose, c'est qu'il faut être formé pour savoir. C'est donc une maladie systémique d'abord. Donc c'est une prolifération, pour faire très simple, donc du tissu endométrial, donc à l'intérieur de l'utérus, le tissu endométrial qui va se développer ou se proliférer à des endroits où il n'est pas censé être. Okay. Du coup, vu que c'est un tissu endométrial, souvent on associe l'endométriose à une maladie gynécologique. Donc ça fait mal pendant les règles, c'est un des symptômes qu'on voit souvent. Donc on l'associe à un problème d'utérus. Okay. Donc souvent on va mettre les femmes sous pilule. On peut aller jusqu'à l'hystérectomie, et c'est ça qui est très très grave à mon sens, c'est que beaucoup de non-spécialistes justement de gynécologues ou de médecins, etc., vont, quand les douleurs sont vraiment hyper importantes, vont retirer l'utérus complètement. Ah, waouh. Qui n'est pas la solution. Ça peut être une solution quand on le choisit, mais il y a beaucoup de choses à faire autre que ça, notamment des chirurgies non invasives. Mais on l'associe à une maladie gynécologique parce que souvent, effectivement, c'est là où on va voir les symptômes. Okay. L'endométriose, c'est une maladie systémique. Ça veut dire qu'elle est présente dans l'ensemble du corps. On a retrouvé des cellules endométriales dans les poumons, dans les yeux, dans le cerveau. Wow. Il y en a partout. C'est aussi très très lié à la sphère digestive, puisqu'on c'est proche, on va dire, tu vois, entre ton système, tes organes sexuels et ton tube digestif, c'est très très proche. Donc très souvent, on va avoir des lésions au niveau du rectum, au niveau de l'intestin, parce que c'est quelque chose qui se prolifère très, très facilement. Mais donc c'est une maladie qui n'est absolument pas juste gynécologique, qui est systémique, qui est associée à différents... Alors on a du mal à connaître la cause. Il y a une part héréditaire, il y a une part génétique. Ça ne veut pas dire qu'on va le déclencher ou pas. Et il y a une énorme part inflammatoire. Donc c'est très souvent présente chez des femmes qui ont d'autres conditions inflammatoires. Donc typiquement chez moi, pourquoi je savais que j'avais l'endométriose ? Parce que ma mère a l'endométriose, pour commencer. Donc c'est déjà le facteur héréditaire. Et parce que moi, j'ai un contexte inflammatoire présent depuis toute petite. Je suis née avec de l'asthme, très 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 fort. J'ai eu une maladie auto-immune aussi. Donc j'ai un terrain, tu vois... inflammatoire que je connais. Donc voilà, je savais déjà, dès que j'ai commencé à avoir mal, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est sûr que c'est ça. Et ça s'est avéré après presque Mais en 2 ans. 2 ans.
Et encore une fois, depuis le jour numéro 1, je savais que c'était ça, quoi. Donc, à insister jusqu'à ce que du coup, en fait, malheureusement, ce qui se passe, c'est que les gynécologues qui ne sont pas spécialisés ne sont pas formés à voir l'endométriose et à la sentir. Parce qu'on la voit, du coup, genre... Voilà. Donc, en fait, l'endométriose, tu vas avoir différents stades. Stade 0, stade 1, stade 2, stade 3, stade 4, etc. Donc, plus tu as de lésions, plus tu vas avoir un stade avancé. Pour diagnostiquer l'endométriose et être sûr qu'on en a une, souvent, on va faire... Alors, on peut aller jusqu'à la chirurgie, petite chirurgie, où on va prélever et regarder les tissus. Ça, c'est déjà invasif. Donc, on aime bien ne pas passer par là, quand même. On va avoir dans le scope l'IRM, qui peut ne pas le montrer. L'échographie intra- et extra-pelvienne, qui peut ne pas le montrer. Et le toucher. Toucher vaginal. Un gynécologue non formé, donc toutes les personnes que j'ai eues avant d'enfin trouver la bonne personne, vont potentiellement faire tous ces examens-là, à part la chirurgie, et ne rien voir. L'IRM, le toucher et l'échographie sans rien voir, parce qu'ils ne sont pas formés à l'observer, à le voir. Donc ça, c'est tous les spécialistes que moi j'ai eu, tout ce que les femmes ont très très souvent, c'est qu'elle ne s'est pas vue, c'est ignoré. Et donc on lui dit, non, t'as juste mal, et c'est tout. Malheureusement, avoir mal pendant ses règles, c'est pas normal. Donc, il y a toujours quelque chose derrière, que ce soit l'endométriose ou pas. Quand j'ai enfin vu la gynéco, donc j'ai dû pousser pour avoir un spécialiste, qui forcément est plus compliqué à avoir. En 20 secondes, elle m'a fait le diagnostic. 20 secondes, juste au toucher. Elle m'a dit, elle a juste fait le toucher classique que tous les gynécos feraient. Et elle m'a dit, je vous confirme tout de suite que vous avez de l'endométriose. Ensuite, on a regardé à la sonde donc intra-pelvienne, faire un scan, en fait, un ultrason. Et là, oui, là, c'était plus que confirmé. Elle m'a dit, voilà quel est le stade. C'est un stade avancé que des personnes n'ont absolument pas vu avec les mêmes examens. Et m'ont dit que j'avais rien 3 mois avant. Ouais. Tu vois. Donc, c'est une maladie qui est très, très mal... heureusement, on en parle beaucoup plus. Ce qui est affolant, c'est que ça touche plus d'une femme sur 10, ce qui est le même ratio que le diabète chez les femmes. C'est affolant, c'est vraiment quelque chose qui est très 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 présent et dont on ne parle pas. Donc moi, dans mon cas, voilà, j'ai axé ça à 100% et grâce au supplément, je touche de la peau de singe, grâce au supplément, ça fait, tu vois, 2 mois là, je viens de passer mon 3e cycle sans douleur. Donc c'est une énorme victoire quand tu vis avec de l'endométriose et que tu as mal au point de tomber dans les pommes et vomir. Hein. On est sur des douleurs qui sont... hyper importante. Donc, si vous avez mal, que votre gynécologue vous dit que c'est normal, c'est pas normal, faites-vous vraiment confiance. 100%. Et allez encore plus loin dans ce processus. Et aller creuser, ouais. Et donc, tout ça pour rebondir sur les suppléments, moi, mon approche, c'est une approche vraiment spécifique où je vais regarder mes symptômes, je vais regarder ce qu'il faut que je traite et je vais le traiter. Par contre, il y a des suppléments à l'année que je conseille chez toutes les sportives. Juste avant d'adopter, que tu me dises ces suppléments-là, c'est quoi les suppléments que tu as pris pour l'endométriose? Je suis avec grand plaisir de partager. Donc, un gros focus sur les antioxydants. Déjà, augmentation des polyphénols. Ça, c'est hyper important. Augmentation des antioxydants. De manière générale, dans mon alimentation. Ensuite, j'ai ajouté une grosse dose d'oméga 3 pendant une assez forte durée, jusqu'à ce que je revérifie mes marqueurs et mes bilans d'un point de vue acide gras et que tout était bien. J'ai changé mon alimentation en augmentant les petits poissons gras, en diminuant les viandes pro-inflammatoires. Il y a pas mal de sujets là-dessus, beaucoup de personnes qui diront non, c'est pas vrai, mais si, on sait très bien que la viande, par exemple rouge, en grande quantité, peut avoir un impact sur l'inflammation. J'en mangeais quand même assez régulièrement, et en plus je vis aux États-Unis pour le rappeler, donc même en faisant très attention à la qualité de mon alimentation, bon voilà, la viande c'est pas forcément le top du top. Donc j'ai vraiment réajusté ça, plus de légumes. J'ai aussi mis un gros accent sur mon microbiote parce que l'inflammation, pour gérer l'inflammation, il faut aussi avoir une santé intestinale optimale. Donc j'ai changé la manière dont je mange, j'ai assaini mon microbiote, j'ai fait des cures antidysbiose, j'ai repeuplé mon microbiote. Bref, j'ai vraiment essayé d'ajuster tous ces points-là. Gros ajout d'antioxydants et d'anti-inflammatoires, donc curcuma à fond, beaucoup de curcuma. Donc curcuma, je sais que c'est un peu difficile pour les suppléments parce qu'il y a énormément de disponibilité sur le marché aujourd'hui.
Comment est-ce que tu choisis toi ton curcuma? Alors, les formes liposomales en général, c'est vraiment un bon. Ouais, alors, je sais pas si tu veux que je parle de marques, mais. Tu peux parler de marque en vrai, on est assez. Il y a des marques qui sont mes marques de confiance, mais par exemple, Sunday propose des formes liposomales qui sont vraiment très absorbables et leur curcuma aussi, donc les curcumoïdes, je crois en français, mais ils ont différentes sources de curcuma qui sont aussi plutôt biodisponibles, qui ont des bonnes formes, assez assimilables. J'ai pris des grosses doses pendant à peu près 3 mois. C'est quoi la grosse dose pour toi? Je sais plus exactement ce que j'ai fait comme grammage, mais je suis allée au-delà des recommandations qu'on voit sur les paquets, quoi. Je suis allée vraiment à fond. J'ai aussi ajouté du gingembre qui aide énormément pour notamment les douleurs. Donc c'est quelque chose qui a été prouvé comme étant aussi efficace qu'un antidouleur de type ibuprofène sur des grosses doses. Mais du coup, gingembre en quoi? En complément. En complément alimentaire, ouais, en complément, à très forte dose aussi. Sunday Naturel probablement le propose aussi. Je crois qu'ils en ont aussi. C'est pas chez eux que je le prends, une marque américaine, mais je crois qu'ils en font aussi. Tu utilisais toi? Thorne, ils en ont pas, c'est une autre marque. Mais oui, Thorne, je suis partenaire chez eux. Très très bonne marque. Et donc ça a été une grosse cure que j'ai fait. J'ai aussi acheté des myrtilles sous forme de supplément. Ah ouais? Très très riche en antioxydants. Chez Sunday, là aussi, là je fais de la pub pour Sunday, c'était pas prévu, hein. Mais Sunday, ils ont un supplément de myrtille qui est hyper intéressant pour les antioxydants. On fait pas de pub pour Sunday Naturel, pas mais du tout, honnêtement, leurs produits sont quand même très très quali. Ouais, ça fait partie avec NutriPure, ça fait partie des produits que j'utilise assez régulièrement. Et donc là, j'ai fait une grosse phase comme ça, vraiment anti-inflammatoire, antioxydant, etc. J'ai également ajouté le PEA. Je vais t'épargner le vrai nom parce que c'est un nom à coucher dehors de la molécule, mais en diminutif, c'est le PEA qui est extrêmement intéressant sur les douleurs. De manière générale, sur l'inflammation, qui est très sur l'inflammation, mais aussi sur les douleurs. Donc ça, c'est ce que j'ai changé très récemment, il y a à peu près 4 mois. Là aussi, avec des grosses doses au début. Maintenant, je suis passée à une dose de fond. Et ça a été un game changer pour moi. Donc, attention, les suppléments, c'est toujours à faire individuellement et à travailler avec un professionnel qui vous aidera là-dessus. Pour les femmes typiquement qui ont de l'endométriose, n'hésitez pas à venir me poser des questions. Je ne garantis pas de répondre vite, mais je peux vous aider là-dessus. Mais le PEA dans le cadre des crises de douleur dans l'endométriose, c'est vraiment un truc, c'est game changer chez moi. Ça a vraiment énormément aidé. Et le microbiote. C'est pas possible d'approcher l'endométriose sans travailler sur la santé intestinale. Donc ça, c'était supplément pour calmer les douleurs liées à l'endométriose. L'endométriose. Ouais, c'est ça. L'endométriose. Et les suppléments génériques que je conseille un peu à toutes les sportives, toutes les femmes en général, le magnésium. Magnésium. Ça, tout le magnésium. Le monde est en déficit. Voilà. Je crois que ça fait partie de plus. Je sais plus, c'est 200 ou 300. Je crois que c'est 300 réactions enzymatiques. C'est affolant. Le magnésium, c'est pour votre santé émotionnelle, pour la récupération, pour la santé musculaire, pour la performance, pour votre cognition. Enfin, c'est partout, le magnésium. Pour travailler aussi pour tout ce qui va être réaction au niveau de la glycémie. Enfin, il faut absolument Est-ce que tu as un type de magnésium Le bisglycinate, souvent. Le malate également. On va travailler avec certaines formes spécifiques comme le citrate. J'aime bien chez les personnes qui ont un peu plus de constipation, par exemple. Parce que du coup, ça facilite un peu plus la digestion. Exactement. Mais le bisglycinate, c'est ma forme, on va dire, la plus générique, favorable parce qu'elle est bien tolérée d'un point de vue digestif également, très absorbable. Donc ça, c'est un truc que je prends absolument tous les jours sans jamais de pause. Tout le temps. Très important aussi dans le cadre de l'endométriose d'ailleurs. Mais chez les sportives. Donc là, le magnésium, la vitamine D. Vitamine D. Alors, c'est l'été. Les Français, l'été, en général, on peut s'en passer, on peut faire une petite pause. Mais je vous garantis que si vous êtes sportif et sportive et que vous testez votre vitamine D, très forte chance que vous ne soyez pas dans les normes optimales. Ouais. Donc la vitamine D couplée à de la K2, quelque chose à supplémenter. Pour faciliter l'absorption. Quelque chose à supplémenter quasiment à l'année aussi. Et en termes de vitamine D, parce que je sais qu'il y a des, pareil, il y a des dosages qui existent. Oui. Alors ça, pour le coup, c'est une très bonne question à doser par rapport à vos bilans sanguins. Ouais. Ne prenez pas des doses de vitamine D sans savoir ce dont vous avez besoin. Hyper important. Et surtout que le vitamine D, on peut avoir différents dosages. Je sais que c'est... Quand moi, au début, je découvrais ça, je me dis, mais qu'est-ce que je dois prendre, en fait ? Parce qu'il y a des boosters. Donc, les boosters, c'est aux alentours de 50 à 80 UI. Ouais. Mais ça, c'est quand vous avez des fortes carences. C'est vraiment préconisé avec votre médecin, etc. Là, on parle plutôt de la supplémentation qui est, je dirais... Entretien. 2000 à...
potentiellement 1000, 1000 à 2000. 5000. Ouais, 1000 à 5000, c'est vraiment... Il y en a qui vont jusqu'à 10 000. Ouais, c'est vraiment à ajuster en fonction de ses besoins. Est-ce que la femme enceinte, par exemple, va avoir un besoin différent? Les sportifs vont avoir... Encore une fois, testez-vous. Ouais. Pareil pour la ferritine, enfin pour le bilan martial de manière générale, donc tout ce qui est lié au fer. Je garantis qu'une grosse majorité des femmes sportives ont des carences de ce point de vue-là, ou des mauvaises absorptions. Encore une fois, on en revient au problème digestif. Le système digestif. Malabsorption à cause de l'hypochloridrie, etc. Ou tout simplement un manque dans l'alimentation et trop de pertes d'un point de vue sportif et d'un point de vue règle. Parce que du coup, vous, les femmes, vous êtes beaucoup plus assujetties à manque de fer. Exactement. À cause des pertes. Ouais. Donc, à doser. Toujours, on ne va pas supplémenter en fer sans doser, mais c'est vraiment un supplément qui revient souvent chez les sportives. Et en général, je le recommande un jour sur 2 et de manière cyclique, donc autour du cycle par exemple, pour l'absorption. Donc fer. Fer dosé. Magnésium, vitamine D, oméga 3. Oméga 3. Très rare chez les femmes et les sportifs qu'on en ait suffisamment dans l'alimentation. Si vous mangez beaucoup de poissons gras, que vous mangez des graines de lin, etc., c'est possible qu'il y en ait suffisamment. Mais... Graines de lin. Ouais. À mixer. Moulu, fraîchement par contre. Ah oui, ne les achetez pas moulus. Ça, c'est un scam aussi. Parce qu'on a encore parlé de la fragilité de ces... Deuxième scam révélé dans ce podcast. Ah ouais, non mais ça, les graines de lin moulu dans un sachet en plastique transparent, quoi. Ça, c'est parti. T'as viré tous les bienfaits de moudre ta graine. Donc, les graines de lin, jamais les acheter moulues. Vous les moulez juste avant de les consommer. Ou vous les moulez. Vous les broyez. Ouais, vous les broyez. Ou sinon, vous le faites... pour quelques jours, mais vous les gardez au frigo. Ok. Mais si vous mangez suffisamment, ça peut être suffisant, mais en général, quand même, on va conseiller les oméga 3. Créatine. Créatine, ok. Je vais peut-être terminer avec celui-ci, mais c'est mon top du top du top du top. Chez toutes les femmes sportives, chez toutes les femmes tout court, et chez encore plus toutes les femmes tout court après 45 ans, 40 ans. La créatine, c'est pas juste pour la performance. C'est un supplément qui C'est pas que pour le bodybuilding, quoi. Ah non, mais c'est même pas du tout pour le bodybuilding, quoi. Non, mais parce qu'il y a ce gros... tu sais, il y a ce mythe autour de « Oh, tu fais du bodybuilding, boum, tu prends de la créatine. » Non, j'ai envie de dire, d'ailleurs, le point numéro 1, ça va être pour vous aider au niveau des SPM et au niveau de votre cognition. Et pourquoi je parle de ça autour pour le cerveau, Exactement. Pourquoi je parle de ça autour de la périménopause? Parce que c'est le moment où on va avoir ce fameux brain fog, on va avoir perte de mémoire, difficulté à trouver ses mots. Brain fog. Encore une fois, on va bientôt faire le podcast en anglais. Le brain fog, c'est... il fait le malin, mais il sait pas. C'est vrai que c'est très très difficile. Voilà. Et en plus, à chaque fois, les Français galèrent avec ce truc-là. Le brouillard cérébral, mental. Le brouillard mental. C'est nul. Brain fog, c'est mieux quand même. Ouais. La façon dont tu le dis, c'est peut-être mieux. Ouais. Donc du coup, voilà, la créatine va aider pour le bon fonctionnement, la santé cognitive, évidemment pour vos performances et encore plus aussi pour la perte musculaire. Donc ça va vous aider aussi à lutter face à ça quand on rentre dans cette période après 35 ans où on commence à perdre en muscle, ou en tout cas c'est difficile de le garder ou d'en construire. Donc ouais, la créatine, on va sur des petites doses. Moi j'aime bien partir sur 3 grammes. 3 grammes, on peut monter jusqu'à 5. Donc c'est vraiment ça la reco. Il y a certaines femmes qui vont observer la rétention d'eau. Attention, c'est pas de la rétention d'eau classique sous-cutanée. Les problèmes de circulation, quand tu as des problèmes de circulation, c'est la rétention d'eau sous-cutanée. C'est ça qui va donner cet aspect de cellulite, etc. Là, on parle de rétention d'eau, c'est intramusculaire. C'est pour ça que ça améliore nos performances. Donc, elle est bonne, cette rétention d'eau. Mais on peut avoir un petit côté qui peut être dérangeant d'un point de vue visuel. C'est possible chez certaines femmes. Donc, ce qu'on va faire, c'est petite dose, 3 grammes, potentiellement 3 grammes coupés en 2. Ok. Sinon, coupé en 2, c'est-à-dire dans la journée. 1,5, ouais, exactement. Je la recommande après l'entraînement, très franchement, mais sinon à n'importe quel jour, quel moment de la journée. Et surtout, en période de repos, on ne l'arrête pas. On ne l'arrête pas. Ok, ça c'est super intéressant parce que du coup, ça va servir aussi au cerveau. Oui, en fait, c'est pour la saturation. Donc en fait, il faut environ, ça aussi c'est un peu différent chez les hommes et chez les femmes, mais pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut environ 3 semaines pour arriver à saturation. Donc pour vraiment obtenir les bénéfices de la créatine, il faut la prendre 3 semaines sans s'arrêter. Okay. Et à chaque fois qu'on fait une pause, qu'on s'arrête, ça revient à 0. Ah, waouh, ok. Donc enfin, à 0, je schématise, mais oui. Donc du coup, il faut vraiment la prendre en continu, la créatine. Ok. 3 grammes, c'est très bien. 3 grammes, 5 grammes. Ouais. Pas plus. C'est vrai qu'on m'avait posé la question et je n'étais pas capable de répondre exactement sur les femmes, parce que j'avais eu un gros sujet sur la créatine, en tout cas pour ma consommation, où j'avais dit que j'étais monté jusqu'à de 15 à 20 grammes lorsque j'étais en privation de sommeil. Ouais. On ne recommande pas des grosses doses chez les femmes, à part chez les femmes en postpartum. Ça peut être intéressant.
Ok. C'est une niche, hein, mais postpartum, femme allaitante, on peut augmenter les doses de créatine. Oh, ok, intéressant. Et donc, du coup, on ne monte pas à des dosages qui vont jusqu'à 10 grammes. Toute petite dose, vraiment 3. Moi, je suis sur 3 grammes. Ça marche très bien à 5 grammes, mais j'ai la flemme de prendre 2 fois ma créatine, donc je la prends qu'une fois. Ouais. Mais 3 grammes, c'est très bien. Post-entraînement, sinon vous pouvez... Tu sais que, parce que toi, tu prends du café ou pas? Oui, tu prends du café. Tu sais que prendre un café va annuler les effets de la créatine. Oui. Donc, du coup, il faut attendre les 2 heures. De manière générale, je vous conseille d'attendre toujours 2 heures autour de votre café pour tout supplément. Ça va pas annuler tous les suppléments, c'est pas vrai, mais parce que ça peut annuler, et le thé vert aussi d'ailleurs, hein, ça peut annuler certains suppléments, autant juste faire attention à ça. Typiquement le fer, on va faire attention à pas consommer à côté du café, du thé, des produits laitiers aussi d'ailleurs. Mais voilà, faut faire attention. Le café en général, de manière, voilà, on essaie de le séparer un petit peu, et pas trop de café. Ok, donc si on répète, magnésium, vitamine D, oméga 3, créatine et le dernier, fer. Ouais, j'ajouterais à ça, probablement le dernier serait les protéines. Pour les femmes qui n'arrivent pas à aller chercher exactement. Le grammage qui est recommandé. Exactement. Ça peut être, moi, j'en prends pas, encore une fois, mais ça peut être une très bonne stratégie parce que je suis consciente que c'est complexe de manger suffisamment de protéines, surtout chez les femmes qui n'ont pas l'habitude. Ok, super. Merci Anaïs. Merci d'avoir écouté ce podcast avec Anaïs Gautron. On se retrouve chaque semaine dans le Polyphénol Podcast pour un épisode autour de la santé et de la longévité. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu sur la vidéo. En attendant, je vous invite à regarder la précédente vidéo, la première vidéo de Anaïs qui a évoqué tous les sujets des cycles féminins. Je vous invite, je vous mets le lien vers la vidéo.